Bonsoir mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition de Le Grand Soir sur votre chaîne de télévision. Nous sommes le 30 juin 2026 et le 30 juin dans le calendrier des journées mondiales et la journée internationale des réseaux sociaux. On en parle beaucoup ces dernières années dans nos différents pays. Quelle est la place qu'occupent les réseaux sociaux dans notre quotidien? Les réflexions sont menées et la rédaction de Info TV vous invite justement à suivre un dossier là-dessus tout à l'heure dans le journal de 20h. Mais on dira un ou deux mots avec nos invités sur les réseaux sociaux. Mais dans cette édition, un plat de résistance, on évoquera le milieu des affaires. On va interroger pourquoi tant de grincements de dents. On se plaint trop dans ce milieu des affaires. Les mots sont nombreux. Comment les comprendre? Comment les expliquer? Peut-être comment trouver des solutions face à ces différents mots qui gangrènent le secteur des affaires. Et nous avons la chance ce soir d'avoir des gens qui sont au quotidien dans le milieu des affaires, même si on ne les connaît pas suffisamment. On parle d'agents d'affaires. Quel est finalement leur rôle dans le cadre de la mise en œuvre des affaires dans notre pays? On les appelle toujours maîtres. Maîtres, est-ce qu'ils ont un statut particulier, ces agents d'affaires? Quelle est leur mission? Peuvent-ils aider à limiter les grincements de dents qu'on connaît dans le milieu des affaires? Mais avant tout cela, on aura notre page consacrée à la revue de presse. Les journaux camerounais en kiosque depuis ce matin ont évoqué plusieurs sujets et Romaric Noafeu va nous conduire dans les kiosques. Derrière Romaric, et bien entendu, nos invités auront à réagir sur les unes qui auront marqué et attiré leur attention. On vous salue également à la maison. On salue tous ceux qui sont déjà connectés sur la page Facebook d'Info TV Cameroun pour suivre ce programme et ceux qui vont réagir en direct, par appel direct ou par WhatsApp tout à l'heure, parce que les questions des affaires concernent beaucoup de Camerounais qui se plaignent. C'est l'occasion ou jamais de s'exprimer et de dire ce qui ne va pas dans le milieu des affaires. Accueillons d'abord Romaric Noafeu. Bonsoir Romaric. Bonsoir Jean-Jacques Zé, bonsoir également à l'ensemble des téléspectateurs d'Info Télévision. Bonsoir à votre panel constitué encore ce soir, cet après-midi pour cette autre édition du Grand Soir. Vous me permettez, si vous en avez convenance, de dire un bonsoir particulier à deux figures aussi particulières. Je pense à Bernadette Mbarga, Madame la Directrice Générale du Bureau Central du Recensement de la Population. Du BUCREP, effectivement. Et Monsieur André Mbayranoudi, le directeur ou coordonnateur national du recensement général de l'agriculture et même de l'élevage, ces personnes qui sont au four et au moulin, Jean-Jacques, pour enfin dénombrer les populations du Cameroun et permettre à nos institutions, pourquoi pas, d'implémenter des meilleures politiques pour le bien, n'est-ce pas, de nos populations. Et ces gens ont lancé quand même une grosse campagne de communication. On se plaignait au lancement de cette campagne de recensement de ne pas beaucoup voir une communication autour, mais je pense qu'au BUCREP, on a rectifié le tir. La communication va bon train, comme on le dit, et on espère justement que les Camerounais sont mobilisés pour tous participer à ces opérations de recensement. Alors, que disent les journaux depuis ce matin? Les journaux ont traité une actualité particulière, en tout cas pour la majorité, le projet CEWASH. C'est d'ailleurs avec cette actualité que nous entrons, traité par le quotidien Info Matin, de Dieudonné venant sa parution de ce mardi. Le journal qui revient effectivement sur la sécurité de l'eau avec le Cameroun qui lance le projet CEWASH. Il s'agit donc de l'eau comme nouveau front de la souveraineté. Le Cameroun qui a donc actionné le levier CEWASH sous la houlette du ministre de l'eau et de l'énergie Gaston Lundou-Essoba et avec la Banque mondiale. Yaoundé lance dans le premier comité de pilotage du Cameroun Water Security Project avec pour enjeu sécuriser la ressource, accélérer l'accès et surtout arrimer le pays aux exigences de résilience hydrique. Et puis l'unité également revient sur cette actualité. Le journal de Vanessa Zomo parle ici de l'eau comme étant le ciment d'une véritable cohésion nationale avec 184,9 millions d'euros. Le projet CEWASH cible dans le septentrion 103 mini-adductions solaires et même 2900 latrines écologiques. L'État réaffirme donc par là l'accès universel à l'eau comme levier d'inclusion sociale et même de réduction des fractures territoriales. L'actualité est justement traitée en pages 4 et 5, tel qu'on le constate en une dans la parution du journal L'Unité de ce jour. Et puis le tri-hebdomadaire La Météo parle de cette reconnaissance et la gratitude d'Armand Claude Abanda à Lupol Motazeux. Il s'agit justement
de cette reconnaissance et capital politique le 28 juin ici à Yaoundé. Aman-Claude Abanda rend hommage, mais alors un vibrant hommage à Léopold Motazé. Le représentant résident de l'IAI Cameroun souligne le rôle important du ministre des Finances dans la construction du campus d'Nkolanga et même son soutien pionnier au programme MIGEF 2035. Un rappel de l'articulation entre action gouvernementale et même patronage institutionnel. La rédaction centrale du tri-hebdomadaire La Météo traite justement cette actualité en page 3 dans sa parution. La République de Timothée Somba Abena parle justement de la souveraineté énergétique en mode PPP avec le ministre des Finances Léopold Motazé qui pilote l'offensive financière pour la réhabilitation de la Sonara. Sur haute instruction présidentielle, le projet est donc présenté aux investisseurs au Hilton ici à Yaoundé via un modèle DBFM, financement, conception et risque transférés au privé, propriété et exploitation maintenue à l'État. L'objectif ici visé, Jean-Jacques, est bien sûr d'atteindre les 3,5 millions de tonnes par an et rendre justement le secteur énergétique indépendant. Les pages 3 jusqu'à 7 traitent donc de cette actualité dans les colonnes du journal La République en kiosque. Défi actuel de François Bambou parle effectivement de cette actualité avec le test de bancabilité pour la Sonara. Le ministre Léopold Motazé ouvre donc le 29 juin ici à Yaoundé le Market Sounding International avec pour objectif de présenter le périmètre technique, sonder l'appétit des investisseurs et surtout sécuriser les conditions de financement de la réhabilitation. Il faut donc, par là Jean-Jacques, valider la structuration du projet et lever les verrous avant le lancement des travaux. Parfait. Ici, à travers le firmament, déroule le tapis rouge quant à l'actualité politique avec justement en titre ce jour la République en danger. Le journal s'interroge justement quant à la désinformation et stabilité institutionnelle. Le 29 juin, faux remaniement ministériel, une pseudo-liste de nouveaux membres du gouvernement et même d'un vice-président diffusé sur la chaîne publique a fait craindre une déstabilisation. En toile de fond, les tensions autour du contrôle du pouvoir et l'attente du changement à l'approche donc des échéances. Le journal en parle donc en page 4 dans sa parution de ce jour. La nouvelle expression dans son numéro 5828 parle justement de la mobilisation ethnique et calcul électoral avec en titre le littoral aux littoraliens, une stratégie usée du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le journal donc dans sa parution dénonce le 30 juin une stratégie usée par cette formation politique qui est donc celle d'instrumentaliser le tribalisme quand les sondages se dégradent. Selon le docteur Aristide Mono, regarde du morceau choisi contenu justement en page 3 du journal La Nouvelle Expression. Le docteur Aristide Mono pense qu'il s'agit d'une pratique héritée du système colonial rappelant la haine anglo-bami avec pour enjeu verrouiller dans le fief littoral à l'approche des scrutins. Il faut parcourir justement la grande une de ce journal pour comprendre la pertinence de cette actualité traitée par la rédaction centrale. Le quotidien Défense Afrique revient sur l'autorité traditionnelle avec les hommes lords du Cameroun qui dénoncent les attaques contre Paul Biya et sa famille du côté de Genève. Le 28 juin, l'association nationale des hommes lords du Cameroun, révèle le journal, dénonce les manifestations d'activistes contre le chef de l'État du côté de Genève en élevant Paul Biya au rang de Nomdi, chef des chefs. Elle active dans le poids symbolique de la chefferie pour défendre l'ordre républicain et interpelle le Premier ministre et les forces de sécurité à agir. L'actualité donc traitée par la rédaction centrale de ce journal dans sa parution 467 de ce jour. Mana, à travers le jour, fait d'ailleurs un zoom sur Alain Bouchan avec le paradoxe, un pays qui ferme les écoles et ouvre les marchés. C'est le morceau choisi justement de cet observateur de la scène politique de notre pays à retrouver en kiosque dans le journal Le Jour. Paradoxe, un pays qui ferme les écoles et ouvre les marchés. Le journal donc pointe ici l'incohérence des choix budgétaires, priorité au marché au détriment du secteur éducatif et puis en parallèle, focus sur le secteur industriel avec les axes de relance effectivement du ministère des petites et moyennes entreprises, l'économie sociale également et de l'artisanat. On doit donc retrouver au sein de ce journal le témoignage d'Alain Penfap. Mutation de Georges Alain Boyomo revient effectivement en grande une dans sa parution avec l'urgence sanitaire du côté de l'extrême nord. Le quotidien donc dans sa parution alerte le choléra qui tue du côté de Photocol avec un bilan très regrettable. 18 cas dont 16 à Sarmé et 2 à Photocol avec justement déjà 2 décès communautaires. Jean-Jacques Langer ici est de la gestion de crise et la capacité du système de santé dans une zone frontalière déjà sous pression visiblement. Gouvernance revient effectivement et nous conduit dans la capitale économique avec le Minimite qui
judiciaire, le vice de la légalité et même de la conformité. Il faut donc parler justement de cette mission qui est d'assainir, structurer et dynamiser l'industrie des hydrocarbures au méga projet minier, transformer les ressources en levier de souveraineté, de création de richesses et même d'emplois pour l'émergence 2035. Les pages 6 à 7 en disent long donc sur la question dans l'apparition de ce journal. Ibrahim Miché est en tous avec la voix des jeunes et parle de la sécurité humaine et nouvelles menaces, traite humaine, le piège du succès. Le journal par là à l'aide donc sur la mutation des réseaux, méthodes numériques, faux espoir de réussite pour cibler les jeunes, réponse de l'État. Les autorités s'appuient donc sur les organisations pour démanteler les filières et alerter donc sur le risque. Il faut donc dire que c'est l'actualité certainement au goût de votre appréciation dans cette émission, Jean-Jacques. Mutation également parle de l'affaire Martinez de Zogou avec la bataille des narratifs. Le quotidien revient sur le dossier judiciaire le plus médiatisé, le contrôle du récit public autour du procès. Chaque camp cherche par là à imposer sa version des faits dans une épreuve de force communicationnelle qui dépasse le cadre judiciaire pour toucher la crédibilité des institutions et l'opinion nationale. Jean-Jacques, c'est par là que nous mettons donc un terme à cette autre revue de presse pour cet après-midi. Merci beaucoup, Romaric Noifeu. On salue tous les directeurs de publication, les rédacteurs en chef, tous ceux qui au quotidien se mettent en branle pour nous proposer ces différents sujets qui sont naturellement dans les kiosques. Alors, lorsqu'on présente la revue de presse, on a quand même un sujet qui retient l'attention du présentateur de la revue. C'est un piège. C'est pas un piège, Jacques. Effectivement, vous faites bien de revenir sur cette question. Mais je pense que le sujet qui attire mon attention, c'est la situation du côté de Photocol dans la région extrême nord, le choléra. C'est quand même un sujet qui interroge l'attitude des populations camerounaises. C'est la grande une de mutation. La grande une de mutation, effectivement, qui alerte quand même. Il faut bien se poser la question si ce n'est pas un élément qui entre dans la politique de gouvernance du ministère de la Santé publique. Au regard de son déploiement aussi fortement médiatisé, on constate la présence du ministre de la Santé sur le terrain, mais est-ce que cet élément ou ce cas fondamental intéresse également sa politique? Je pense que la lettre est donc lancée, à lui de voir si effectivement il faut poser des mécanismes sur pied pour éradiquer un tel phénomène. Je crois que le ministre a fait une sortie là-dessus concernant justement le choléra, mais pour interroger le choléra, il faut aller au-delà de la question sanitaire qui est une conséquence. Les causes sont peut-être connues, mais qui ne relèvent pas de la conséquence qui est la maladie. Avant la maladie, tout à fait. Le choléra interroge la qualité d'eau qu'on boit, l'accès à l'eau potable, surtout dans ces zones marquées par des pluies, des inondations, même quand on a des puits ou des forages, avec les eaux qui circulent sans contrôle, il est possible justement qu'on se retrouve exposé à ces cas de choléra. Toujours est-il que les pouvoirs publics doivent rapidement réagir. Les chiffres sont de plus en plus inquiétants. On n'est pas toujours à l'abri, même si on est à Yaoundé ou à Douala, encore que dans ces villes-là, il y a souvent eu des alertes également au choléra. Merci Romaric Noifeu. On accueille Sila Soussoum, le président national du RPR. PRP, voilà, c'est un leader politique. Bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques. Merci de m'avoir invité. On va commencer par quelle une qui a retenu l'attention de Monsieur le Président? Le COH. Le COH. Oui, allons-y. Parce que lorsqu'il faut parler de choléra, moi je pense qu'il est d'une importance capitale de souligner l'eau. L'eau est centrale. L'eau est centrale. Donc ce projet que le docteur Moussa Blaise et le ministre Somba, sous l'impulsion du président de la République, moi, je pense que, quels qu'en soient nos profonds désaccords, le gouvernement doit comprendre que nous l'aiderons. À chaque fois, nous serons face à des difficultés si graves et si dramatiques. Les Camerounais meurent. Je pense qu'il est temps que le président de la République frappe la main sur la table pour qu'on accède rapidement à l'amélioration des conditions de vie. Je pense que l'eau est centrale. Voilà pourquoi le docteur Blaise Moussa met l'accent fondamental sur la mise en disponibilité du réseau Camwater à la disposition de tous les Camerounais. Ça veut dire que les Camerounais doivent désormais être connectés sur le réseau de l'eau potable pour éviter le choléra qui prône dans le secteur septentrional. Je pense qu'il était aussi également d'une importance capitale que cette sortie du ministre de la Santé soit une sortie interministérielle accompagnée du ministre Elundu Essomba, qui est le patron de l'eau au Cameroun. Moi, c'est ça qui m'a marqué. Et déjà, il faut avancer. Il faut noter que c'est déjà une avancée du moment où les pouvoirs publics
s'intéresse à la qualité de l'eau que consomment les compatriotes. C'est fondamental, les questions d'eau dans nos grandes cités, mais également dans les campagnes. Bien sûr. Il faut que les pouvoirs publics mettent un accent également. C'est déjà là, parce que lorsque nous constatons la sortie du docteur Moussa Blaise, accompagné du ministre Lundu et Somba, moi je pense qu'ils sont tout simplement en train d'implémenter la volonté du président de la République. Quant à certains qui pensent qu'il faut attendre le remaniement pour penser que le président travaille, non. Cette mobilisation des membres du gouvernement et les responsables des structures parapubliques laissent penser que le président de la République exerce son pouvoir. D'abord, il a été réélu par les Camerounais. C'est parce qu'il est un Camerounais qui a le Cameroun en lui, dont le Cameroun est l'amour de sa vie. Ce n'est pas seulement le remaniement qui va parler du mouvement du président de la République sur l'étendue du territoire national. Non. Nous voyons comment ceux à qui il a responsabilisé font le travail sur la volonté du président de la République. Alors lorsqu'on parle du choléra au 21e siècle, en 2026, beaucoup disent qu'on devrait quand même un peu s'inquiéter, que c'est des maladies de la honte. Non mais écoutez, monsieur Jean-Jacques, le monde entier traverse des crises sanitaires sans précédent, oui. Y compris également le Cameroun. Le Cameroun ne peut pas être exclu dans ces crises sanitaires sans précédent qui ont ébranlé l'économie mondiale. Donc moi je pense que chaque chose a son temps. Et nous avons réélu le président de la République, donnons-lui le temps, parce que d'abord il nous a parlé de l'émergence de 2035, je pense qu'il est dans le droit chemin pour répondre aux attentes des Camerounais. Quant à dire que c'est les maladies de la honte, moi je pense que c'est grave et gravissime de la part des compatriotes. Merci beaucoup Soum Silas d'être passé par ici. Je pense que ceux qui ont des problèmes d'accès à Info TV depuis quelque temps doivent appeler leurs opérateurs. Il y a des zones où même sur le 6 ou le 508, on n'a pas l'image sur Canal Sat. Il faut joindre vos opérateurs. Accueillons Foul Godfred, communicant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Foul, bonsoir. Bonsoir, M. Jean-Jacques et bonsoir mes co-panélistes, ainsi que à tous les millions de téléspectateurs d'Info TV. La une qui a marqué. Oui, la une qui a marqué mon esprit ici, c'est défense de l'Afrique. Défense de l'Afrique avec les attaques perpétrées par certains compatriotes. Contre le chef de l'État, ceux-là qui ont pris d'assaut l'hôtel continental à Genève. De l'assaut l'hôtel continental. Et puis, je crois que je dois rappeler ici que le chef de l'État est une institution. C'est une institution, et lorsqu'il se trouve à l'étranger, partout où il se trouve, c'est le Cameroun qui s'y trouve. Et lorsque un Camerounais de ce nom s'hasarde à commettre ce genre de comportement, moi je m'interroge, parce que ces pays en principe devraient savoir que lorsque vous laissez la possibilité aux individus d'accéder ou alors de créer un désordre autour du chef de l'État, un président qui a été unanimement élu et qui porte le destin du Cameroun, c'est en quelque sorte toucher le Cameroun dans sa profondeur. Vous pensez que ces pays-là n'assurent pas suffisamment la sécurité du chef d'État là-bas? Est-ce que le problème c'est eux? Ce n'est pas déjà ceux-là qui font cela, qui vont vers cet hôtel-là pour perturber le séjour présidentiel? Vous savez, Jean-Jacques, je crois que le périmètre où se trouve le chef de l'État devrait être sécurisé. Et je ne pense pas que ces gens pouvaient avoir accès au point de commettre ces actes que nous avons vus et que nous avons eu l'habitude de voir. Et parfois, je me pose des questions. Est-ce que ces parents qui sont assis ici trouvent que c'est ça le projet? C'est-à-dire qu'ils ont financé pour le voyage de leurs enfants pour aller représenter le Cameroun de manière aussi négative, parce que je crois que c'est pas seulement l'image du Cameroun, mais également l'image, et on commence à s'interroger même sur la moralité des parents de ces enfants qui, à longueur de journée,
commettre ce genre d'actes. Mais il faut quand même reconnaître que lorsqu'on parle de la diaspora, il y en a aujourd'hui qui se montrent vraiment très positifs. Et j'ai toujours eu à dire que la construction d'une nation se fait pas à pas. Et partout où vous êtes, que vous soyez un motomane, que vous soyez menuisier, que vous vous retrouvez en train de faire du ménage dans une maison, que ce soit au Cameroun ou à l'étranger, tout acte que vous posez est enregistré. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on n'a plus besoin de beaucoup de disques durs pour pouvoir enregistrer les actes. Tout ce que vous faites, si ça ne vous suit pas, ça suivra vos enfants. Parce que demain, quelqu'un d'autre va vous mettre ça en face et vous dire, aujourd'hui, vous voulez montrer l'exemple. Et pourtant, hier, vous n'étiez pas l'exemple. D'accord. Les autres peuvent réagir sur ce sujet-là. Je crois que le président Souma a un mot à dire relativement à ce sujet. Je vais aider le compatriote. D'abord, je vais réitérer, bien sûr, que le gouvernement doit savoir, quels qu'en soient nos profonds désaccords, nous l'aiderons. À chaque fois, nous serons face à des difficultés si graves et si dramatiques, c'est-à-dire le séjour de chefs de l'État à l'étranger agressé par des compatriotes, bien sûr. Mais ici, je vais accuser l'unité de communication du président de la République. Parce qu'ici, on parle du séjour privé. Est-ce que ces autorités où abritent l'hôtel où le président va séjourner ont été informées de la présence du président de la République dans cet hôtel en séjour privé? C'est différent. Lorsque vous êtes en visite diplomatique, en visite d'État. À ce moment, les autorités ont la responsabilité totale de vous garantir la sécurité. Maintenant, si un Camerounais ordinaire se retrouve dans un hôtel, par exemple un Centrafricain qui a un rang du ministre en Centrafrique, arrive au Cameroun dans le cadre d'une visite privée, on envoie souvent et se retrouve au Mont Fébé, au Hilton, et que les compatriotes agressent ce compatriote centrafricain, je pense que l'État du Cameroun, qui n'a pas été informé de la présence de ce compatriote centrafricain dans ces lieux, ne doit pas être indexé. Donc ici, moi je vais accuser le service de la communication de la présidence, ça veut dire que le cabinet civil du président de la République. Et la représentation diplomatique du Cameroun de ce côté, qui doit prendre toutes les mesures nécessaires. La représentation diplomatique, oui. Parce qu'il faudrait que, quelles qu'en soient les raisons du président de la République sur un sol étranger, il faut que la diplomatie camerounaise joue son rôle. Parce que les sanctions devraient commencer par l'ambassadeur qui est là-bas. C'est clair. D'accord. Alors sur ce sujet-là, je vous accueille avec, d'ailleurs, Monsieur le Président national de la Chambre des agents d'affaires, Monsieur Raphaël Bikaï Biel, bien sûr. Bonsoir, bienvenue, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le journaliste, Monsieur Jean Razé, et que j'incarne l'autorité de près de 700 agents d'affaires dans tout le territoire du Cameroun, et qui a lieu avec votre permission, de faire connaître au grand public que c'est un corps de métier judiciaire. Pour ceux qui disent que agent d'affaires veut dire facilitateur, apacheur. On va y arriver. Donc, je vais revenir un peu sur mon co-panéliste pour dire que vraiment, quand on parle du chef de l'État, on parle d'une institution. Moi, je sors de Douala. Lorsque le président centrafricain se déplace, je vous en prie, il vient généralement à Douala. Et lorsqu'il est à Douala, il a tout un protocole. Je vous rappelle que les autorités judiciaires et administratives se mettent en règle. Et policiers, naturellement. On ne peut pas laisser passer de façon simple, n'est-ce pas, son passage dans la région littorale. Que ce soit en séjour privé que public. Je peux dire ainsi. Oui, parce qu'il s'agit, n'est-ce pas, d'un président d'une institution. C'est d'une institution qui se déplace. Donc, je veux dire bien que ceux qui s'attaquent au couple présidentiel ou bien au chef de l'État qui incarne l'autorité de notre nation doivent se méfier parce que il y a on peut parler de près de 40 millions d'habitants camerounais. Il y a encore le recensement qui est en cours, et sinon on va donner les chiffres. Et qu'un seul individu part pour interpeller le chef de l'État pour dire vous n'avez pas la qualité de vivre ici en Europe, ou bien venez vous faire soigner, etc. Je pense que nous devons donner, c'est nous les Camerounais qui devons donner le pouvoir, n'est-ce pas? Nous devons donner, n'est-ce pas, la possibilité à notre chef d'État de s'exprimer à l'étranger. Parce que si un chef d'État étranger se présente au Cameroun, vous verrez qu'il y aura tout un protocole
Mais pourquoi quand notre président se déplace, Il y a des routes totalement barrées. on ne peut pas circuler. Oui. Vous voyez que, mais quand un chef d'État étranger arrive au Cameroun, on ne peut plus circuler. On ne peut plus rien faire. Tout est en arrêt. Nous devons considérer notre institution, c'est-à-dire le chef d'État. C'est le sujet sur lequel vous voulez réagir aussi, en parlant de la presse. Oui, d'abord sur cette affaire-là. Oui. Allons-y, et je vous accueille. Monsieur André Daniel Nack, agent d'affaires aussi. Allons-y. Bonsoir à tous mes co-panélistes. Bonsoir à vos millions d'auditeurs, des téléspectateurs. Oui. Pour le sujet qu'a soulevé le communicateur du ADPC, je suis d'avis avec lui. Un chef de l'État, c'est une institution. Et qui dit institution, c'est tout un peuple. Toute une nation. Toute une nation. Oui. Voir ce qui s'est passé à Genève, vraiment, je me pose la question si c'est un état de droit. Parce que chez nous, aucunement on pourrait voir pareille scène. Traiter un chef d'État et son épouse de voleurs, de tueurs, sincèrement, ça ne peut pas exister ici dans notre pays. Et je m'interroge. Je m'interroge en me posant la question de savoir. Même si on était juste je ne sais pas comment dire, si on est juste un citoyen. Un citoyen ordinaire. Ordinaire. Oui. Ces paroles, nous qui exerçons le métier de droit, c'est une injure publique. C'est une infraction. Comment tolérer qu'un chef d'État, comme le nôtre, qu'on le traite comme ça ailleurs, et ce sont ses compatriotes, c'est décevant. Alors que ces États se placent comme des défendeurs du droit de l'homme. Mais là, c'est extraordinaire. Je veux dire une fois de plus que, ailleurs, le ministre des Affaires étrangères devait convoquer immédiatement l'ambassadeur de ce pays pour que l'ambassadeur de ce pays puisse s'exprimer. Vous voyez ce que je dis que... Absolument. Mais ici, non, on dit ça va, ainsi de suite. Donc, nous ne sommes plus à l'époque de nos grands-parents où on nous traitait d'esclaves, d'illettrés, ainsi de suite. Nous avons compris aujourd'hui qu'il y a une manière de faire, il y a une manière de diriger, il y a une manière de comprendre la société. Donc, ce que dit le confrère, je pense que le Cameroun doit automatiquement prendre conscience. La diaspora camerounaise n'est pas différente. Ce sont nos frères qui sont partis à l'étranger et à un moment donné, ils vont revenir parce que c'est dur. Parce qu'on croit que c'est là-bas que c'est bien. C'est bien au Cameroun. Quand on est dans son pays, il suffit tout simplement de maîtriser son sujet, de maîtriser ce qu'on fait, d'aller plus loin et on va avoir de quoi manger. Et on a besoin juste... Parce qu'on a quand même vécu des épisodes incroyables où les artistes ont été pourchassés, certains journalistes ont été pourchassés, certains Camerounais qui ont été et c'est d'abord organisé. D'abord, M. Nack, et puis vous allez réagir également. Je suis content parce que tous ceux qui ont commis ces actes, par exemple, je me souviens, on avait enfariné le ministre de la jeunesse. Mounouna Futsu. Effectivement. Oui. Je pense que nous sommes au courant qu'il y a eu des décisions, bien que ce soit des décisions qui ont infligé des peines légères, mais c'est toujours des décisions. Je crois qu'il y a certains qui ont été condamnés à des peines de sursis avec des amendes. Oui. C'est déjà quelque chose. Il faudrait que ces États étrangers qui se disent forts de cette démocratie, forts de droits de l'homme, puissent protéger vraiment l'homme. D'accord. Oui. Oui, M. Jean-Jean, si vous me le permettez, je vais dire justement. Mais là, je vais réinterpeller à nouveau la diplomatie camerounaise. Oui. Parce qu'il y a 2 semaines, dans la région du littoral, précisément dans le département de la Sanaga-Martine, nous avons vu un conducteur d'engin de la nationalité tchadienne qui a barré totalement la chaussée. Vous voyez? Et qui a intervenu? Ça dit son État. On a interpellé l'autorité camerounaise. Et le président, en rappelant à l'autorité camerounaise que le compatriote est en danger. On a fait plus de 8 heures de temps. La chaussée était barrée par le frère tchadien. C'est une preuve de vérité que la diplomatie tchadienne fonctionne.
La nôtre, il ne faut pas qu'on se dise des choses qui ne sont pas vraies, parce que d'abord, c'est pédagogique. La diplomatie camerounaise est absente à l'étranger. Elle est absente. Voilà pourquoi je le réitère, le premier à sanctionner, c'est l'ambassadeur. D'accord, parce que dans nos ambassades, il y a les services de renseignement, Bien de sûr. sécurité. Comment font-ils pour ne pas savoir qu'il y a une organisation comme ça qui se met en place et qui Le pourrait premier secrétaire de l'ambassade, c'est un homme maintenu. qui pourrait Il est perturber de le séjour renseignement. du président. Oui, faut. Et justement, ces actes ne sont pas limités au niveau du chef de l'État. Il y a eu un café d'affaires qui a été organisé et ces mêmes groupes d'individus sont venus saccager. Vous voyez, nous allons parler d'affaires aujourd'hui et nous connaissons des difficultés, mais il ne faudrait pas que les compatriotes se retrouvent à l'étranger et se mettent à se comporter ainsi, parce que l'investisseur qui va venir au Cameroun va se dire, mais si les compatriotes s'illustrent par ces actes négatifs à l'étranger, comment est-ce qu'ils vont se comporter? Si ça veut dire déjà à l'une institution comme le chef de l'État, comment est-ce que les investisseurs feront pour être en sécurité, au pays? D'accord. Et un autre point que je ne pouvais pas laisser passer, la nouvelle expression qui parle de stratégie usée, le tribalisme, le littoralia, et il parle d'une stratégie usée par votre parti, le RDPC. Oui, et je voulais juste rappeler ici que le RDPC, c'est un parti qui prône la cohésion sociale, l'unité et la promotion de la démocratie. Et je crois que c'est un parti, c'est-à-dire que le RDPC est implanté partout au Cameroun. Et chacun qui, n'est-ce pas, fait partie de ce parti, s'est toujours senti camerounais, s'est toujours senti chez soi, partout où il est. Et si aujourd'hui, certains peuvent trouver qu'il est nécessaire peut-être de promouvoir leurs origines ou leur culture, ça ne devrait pas passer par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC dont je fais partie depuis ma naissance. On reviendra sur le littoral au littoralia avec Abel Elimbi Lobin certainement dimanche prochain. Ils n'ont pas encore pris la parole sur les sujets qui auront particulièrement retenu leur attention. Monsieur le Président, oui, je risque en 30 secondes. Déjà, je vais toujours le réitérer à mon copanaliste, qui est un compatriote, d'abord un parti que je soutiens. Je ne voudrais pas que les termes qui sont employés ici, tels que la cohésion sociale, la promotion de la démocratie, soient tout simplement des slogans. Est-ce qu'il est convaincu que ceci est réellement pratiqué sur le territoire national? Est-ce qu'il peut accepter que dans son territoire où il est ressortissant, il pratique réellement la cohésion sociale? Et que veut dire la cohésion sociale? Il ne faut pas que ça soit tout simplement des slogans, parce qu'on en a marre. Ça, il faut le retenir. Mais les Camerounais n'ont pas un problème de cohésion sociale. Non, ils n'ont même pas un problème de vivre ensemble. Les politiques sont... Est-ce qu'on a un problème de vivre ensemble? Est-ce qu'on a un problème de cohésion sociale? Moi, j'ai 46 ans, j'ai un ressortissant de ma localité qui a épousé une ressortissante de l'extrême nord. Aujourd'hui, j'ai des neveux qui sont de là-bas. Ce n'est pas le système du renouveau qui n'a pas 46 ans comme moi qui nous fait penser que la cohésion sociale est une valeur, est une qualité, est un programme politique venant du Rassemblement démocratique. Non. Non, il ne va dire que ça ne vient pas du RDPC. Toujours utilisé. Mais c'est promu par le RDPC, c'est ce que vous dites. C'est promu par le RDPC. Merci à vous, Monsieur le Président. Quelle une? Très rapidement maintenant, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, pour la revue de presse. Quelle est la une qui a retenu votre attention? Effectivement, ce qui a retenu mon attention sur le problème du choléra, dont on parle un peu. Qui frappe à photocol. Effectivement. Je voudrais, de façon très simple, dire que le président de la République a mis sur pied le ministère de la Santé. Et de façon décentralisée, les régions. Donc, ce problème-là, c'est pas aujourd'hui qu'on en parle. Donc, ça se vit un peu plus loin, ça fait lointain qu'on en parle. Donc ça veut dire que aujourd'hui c'est maîtrisé. C'est maîtrisé, sinon je ne devais pas être sur ce studio pour parler encore de je ne sais pas quoi. Mais du choléra, je voudrais dire que la société Camwater ne peut pas donner de l'eau dans les plus lointains des villages. Sinon, à quoi servirait la décentralisation? Oui. Je comprends votre préoccupation. Donc, nous devons comprendre que chaque famille
moi je vais très loin, hein. Chaque famille doit éduquer ses enfants. Donc les parents doivent éduquer les enfants par rapport à l'eau qu'ils utilisent. Dans les ménages, ils ont des forages. Si vous voulez, je peux pas. Si j'entre en profondeur, vous verrez que si nous qui sommes à Douala, l'eau c'est à Bonapriso, c'est à Bali, c'est à Bonanjo, c'est à quoi, etc. C'est tout. Mais ceux qui sont dans les points de collecte qu'on va appeler Dopassi, X, 1, 2, 3, il n'y a pas de l'eau. Hein. Il n'y a pas de l'eau. Bon, mais ces gens vivent comment? Non, c'est une forme d'éducation par famille. Ça veut dire que lorsqu'il y a des forages, les familles... Il faut déjà traiter cette eau. Il faut traiter ces forages. Donc, c'est des familles qui ont des forages et traitent ces forages et le ménage au quotidien en vie, sans souci, et en traitant cette eau, elle devient potable, on la consomme. D'accord. Et il faut ajouter que nous sommes en période de vacances où les enfants jouent dans la cour, qu'ils aient au moins les habitudes recommandées, savoir laver les mains au savon, savoir faire ci ou ça, c'est des gestes de base, assainir l'environnement de vie, c'est fondamental. Évidemment. Également, il faut accompagner. Oui, monsieur Nak. Ça m'intéresse parce que nous nous souvenons de la période du Covid. Vous voyez, chacun était toujours masqué. Hein. On n'avait plus besoin d'éduquer. Et beaucoup de maladies ont été éloignées par rapport à ce masque, par rapport à au système de propriété. Évidemment, lavage des mains. C'est vrai, avant, on pouvait rouler dans la poussière, on pouvait manger n'importe quoi sans laver les mains. Mais l'avènement de Covid, là, ça nous a beaucoup aidé. Donc, pour revenir à ce qui a été dit tout à l'heure par le président national de la Chambre des affaires, des agents d'affaires du Cameroun, c'est l'éducation, c'est un problème d'éducation. Si déjà, dans son noyau nucléaire, sa famille, on ne peut pas éduquer pour dire que non, pour boire de l'eau, il faudrait que cette eau-là soit propre. Ou bien, il faut laver les mains. Il faut laver les mains. Oui. Il faut bien laver avant de les manger. repas. On serait toujours confronté à ce cas de maladie. Et surtout que le choléra, ce n'est pas une maladie d'eau potable. C'est un problème d'hygiène. C'est un problème d'hygiène. C'est ça. C'est un problème d'hygiène. C'est ça. On peut avoir la maladie, mais tant qu'on est propre, on évite beaucoup de maladies. D'accord. Alors on est tous d'accord que les pouvoirs publics font des efforts. Il faut encore densifier ces efforts-là pour que les Camerounais puissent avoir facilement accès à l'eau potable. Il faut que la décentralisation joue pleinement son rôle. Les régions et les communes pour faciliter l'accès à l'eau potable aux uns et aux autres. Et puis à notre obligation, nos obligations à nous-mêmes, l'hygiène, le traitement de l'eau que nous buvons, le lavage des mains, des réflexes simples qui peuvent éloigner de nous ces maladies-là. Mais si on va entrer dans la thématique... Oui, mais là, j'ai juste un mot à dire concernant le compatriote sur la position qu'il prend concernant la décentralisation et le choléra. Moi, je dis que je ne suis pas d'accord. Parce qu'on ne corrige pas une leçon qu'on n'a pas enseignée, M. Jean-Jacques Zé. Ici, on veut nous faire comprendre que le docteur Moussa Blaise est directeur de Kamwata de 2 régions. Ça veut dire le centre et le littoral. Non, pas forcément. Permettez. On parle des zones reculées. Les zones reculées ne veulent pas dire centre et littoral. Le venait de nous dire que dans la région où il se trouve, il vous a un peu des exemples précisément des quartiers qui la n'ont pas région d'eau. Du littoral, la ville phare qui est Douala, des quartiers tels que Bali, Bonanjo, Bonapriso, etc. ont de l'eau potable. Maintenant, nous qui sommes ressortissants, par exemple, de la cité des Palmiers, de PK12, Logbaba, nous ne sommes pas des Camerounais. Kamwata ne nous concerne pas. L'amélioration des conditions de vie liées à l'assainissement de l'eau potable ne nous concerne pas. C'est ce qui veut nous faire comprendre. Moi, je dis non. L'État doit jouer pleinement son rôle. C'est ce que nous disons tous. Quand on parle de la décentralisation, rien de nouveau. C'est des pouvoirs délégués, décentralisés. Ça veut dire que la Kamwata doit automatiquement avoir son représentant dans la région du littoral. Quand on est délégué régional, par exemple du centre, des forêts, comme Jackson est là, je pense que tout ce qui fait partie de forêt dans la région du centre, Johnson sera interpellé. Tout à fait.
C'est donc, il est question... D'accord, mais il faut qu'on se comprenne. Le Camwater fait des efforts énormes avec le ministère de l'énergie, mais mettre en branle mon collègue. La décentration ne veut pas dire la déconcentration. Parce qu'il a été PCA à la Sonami. Oui. Je salue les efforts et la détermination d'implémenter la volonté du chef de l'État, dont le but est l'amélioration des conditions de vie des concitoyens dans son secteur bien précisé. Alors, c'est-à-dire... Lorsque vous parlez de représentation régionale de Camwater, il s'agit de la déconcentration. Bien sûr. La décentralisation, c'est autre chose. La décentralisation, ça concerne les CTD. Les maires ont les responsabilités à leur niveau. La construction, par exemple, des salles de classe, l'amélioration de plateaux techniques dans les centres de santé, la formation des infirmiers. L'eau potable est fondamentale. L'eau potable est fondamentale. Notamment au niveau des CTD. Je ne dis pas non. Les moyens qu'on met à leur disposition pour la construction des forages, pour alimenter des ménages, relèvent des pouvoirs centraux. Non, on ne se comprend pas. On se comprend pas. Il y a le pouvoir central et il y a la décentralisation. La décentralisation, c'est une certitude. Moi, le maire de Doumentan offre l'eau un peu partout maintenant. Oui, bien sûr. Il prend l'argent où? Mais c'est quelle question ça, il prend l'argent? Il y a le transfert de compétences, monsieur. Il y a le transfert et des moyens. Et des moyens. Monsieur le Président, s'il y a un seul maire qui vous dit qu'il n'a pas réalisé les forages, aujourd'hui là vraiment il faut le chasser. Le maire de Doumentan, il a ses fonds propres. Non, même s'il a ses fonds propres, il agit en tant que maire parce que la commune est censée chercher des moyens pour trouver de l'eau à boire aux populations et à Doumentan. Ça se passe jusqu'à présent. Mais finalement, vous voulez une chose et son contraire. Vous voulez maintenant qu'il justifie les moyens. L'État est organisé. Est-ce que ça ne fait pas partie des prérogatives de la commune que de fournir de l'eau aux populations? Il faut que les recettes soient les recettes de la commune pour réaliser. Si je prends mon argent à mes fonds propres pour investir dans ma... Non, ce n'est pas des fonds propres. Il y a des fonds de la commune. Il y a des partenariats. Il y a des partenariats qui sont... Il y a des opérations de jumelage. Il y a des opérations de jumelage. Le maire a beaucoup de leviers. Si le maire de chez vous n'offre pas l'eau parce qu'il dit qu'il n'a pas reçu les moyens, vraiment, il faut le sanctionner. Il a plusieurs moyens pour offrir de l'eau. Et je dis à Doumentan, de plus en plus, on peut ouvrir le robinet, on peut actionner dans les villages. Vous ne voulez pas me faire la publicité de Doumentan si ça se passe bien. Monsieur Nak, votre dernière intervention sur la revue. Oui, mon sujet c'était beaucoup plus la réhabilitation de la Sonara. Oui. Ça, c'est une question qui m'intéresse. On fera un débat dessus, mais réagissez rapidement. Oui. Vous savez, dans notre pays, le pétrole est la source principale. Tout acte, tout commerce qui... Y compris les recettes douanières. Y compris les recettes douanières émane du pétrole. La vie chère est une conséquence du prix élevé du pétrole. À la pompe, oui. Pour moi, cette réhabilitation est un soupir. Un soupir, pourquoi? Parce que, je suppose... Une volonté fondamentale du président de la République. Peut-être que je me trompe, mais toujours est-il, si nous avons notre raffinerie, qui peut raffiner notre pétrole, je ne pense pas que nous aurons le même prix d'un litre d'essence qui est à 680. Je ne me souviens plus du prix. C'est vrai que nous en consommons, moi parfois je paye, mais je ne me souviens plus du prix. C'est douloureux de regarder le prix. On ne serait pas là. D'accord. Donc pour moi je me dis, cette réhabilitation est capitale pour nous, les citoyens. Parce que le transport, dans le prix de la marchandise, désenclavement, il faut parler comme ça. Le prix du carburant, plus le prix du litre de carburant est élevé, plus le transport est élevé, plus la vie que nous achetons est élevé, le prix des vivres, plus les vivres. Parce qu'on impute à chaque fois. Vous ne pouvez pas acheter un régime de plantain qu'on produit à un franc zéro. Dans mon village, sans publicité, à Ikwamale, dans la région du Yon-Ekele, à Izeka plus précisément. Dans mon village, à Ikwamale par exemple, vous pouvez trouver un régime à 1000 francs. Un gros régime. Mais le fait que vous transportiez ce régime, parce que vous allez prendre une moto, après vous allez prendre la voiture, pour revenir vendre ça ici à Yaoundé, à 5 000 francs. Il y a 6 000 francs. 5 000, 6 000 francs. Oui. Or, si le coût du transport était moindre,
on n'en serait pas là. Donc, moi, je pense que c'est l'une des préoccupations du président de la République. Le projet a évolué. Il ne s'agit plus simplement de refaire après l'incendie qui a ravagé la Sonara il y a quelques années. L'État va aller plus loin en modernisant la Sonara. Il y a 700 millions pratiquement à injecter pour refaire la Sonara et permettre à notre société de pouvoir raffiner notre pétrole sur place. C'est-à-dire, jusque-là, notre pétrole brut était raffiné ailleurs et il revenait plus cher, ce qu'on a comme conséquence au niveau de la pompe. Maintenant, il est possible qu'au lieu seulement de réparer ce qui a été emporté par l'incendie, revoir totalement notre société de raffinage et permettre justement qu'on puisse consommer notre pétrole et que les prix rechutent à la pompe et naturellement la chaîne qui concerne les transports, les vivres livrés dans les marchés puissent maintenant, on va espérer que ça se passe. Parce que les Camerounais sont devenus des tomates. Les Camerounais sont devenus des tomates. Monsieur Jean-Jacques, je vais souligner tout simplement en rappelant aux compatriotes que ces réformes sont à saluer. Voilà où est-ce que nous devons attendre le chef de l'État à implémenter ce qu'il a promis aux Camerounais, les réformes qui seront mise sur pied. Déjà, ceci, la réhabilitation de la Sonara est à saluer. C'est une politique qui traduit la volonté pour améliorer les conditions de vie des concitoyens. Une fois le litre de carburant sera revu sur la pompe, je pense que tout ira de mieux en mieux pour que les Camerounais retrouvent la confiance. Il faudra encore les routes aussi. Non mais permettez. Parce que tout cela impacte la chaîne de prix. Tout ceci va dans la volonté d'améliorer le réseau routier. Parce qu'une fois, on va réhabiliter la Sonara, qui va raffiner au prix du citoyen camerounais ordinaire que je suis, je pense que ceci impacterait sur tous les secteurs dont le carburant intervient. Pour que la commune de Ngorma-Poubi fasse l'amélioration du réseau routier existant, il faut du carburant. Mais il faut qu'il soit moins cher à la pompe. Moi, je pense que c'est une volonté du président de la République à saluer et à crier haut et fort. C'est pour ces raisons que je ne manquerai jamais de le dire ici, président M. Jean-Jacques Zé, que quel qu'en soit nos profonds désaccords avec le gouvernement, en tant que leader d'opposition, bien sûr, nous l'aiderons. À chaque fois, nous serons face à des réformes qui améliorent les conditions de vie des concitoyens. On fera toute une émission là-dessus sur le nouveau visage espéré de la Sonara, tel que annoncé. Parlons de la thématique qui nous rassemble. Vous voyez qu'on reste dans le milieu des affaires. Tout cela concerne les affaires. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à ton panel. La thématique sur votre plateau et qui va s'afficher au bas de l'écran, je pense à mon humble avis que la grogne du milieu des affaires au Cameroun trouve sa source au moins 5 éléments, à savoir l'accumulation d'incertitudes économiques et politiques après l'élection présidentielle d'octobre 2025. Des décisions politiques sont au ralenti. Il dit également que la hausse généralisée des coûts d'exploitation énergie toujours chère et pas très disponible. Autre problème, la complexité de transformation technologique actuelle en Occident qui tue toute vraie concurrence dans l'économie nationale. Il parle également du contrôle administratif qui est jugé insoutenable. Tracasserie, bureaucratie, pression fiscale étouffante et insoutenable. C'est Calice Talom depuis Yaoundé qui est déjà dans la thématique de ce soir. Bonsoir Jean-Jacques et à tout ton panel. Le problème d'eau potable dans le septentrion, c'est vrai, ça existe, mais le peu qu'on trouve est mal utilisé. De ce côté, ils utilisent le même gobelet pour boire de l'eau. Ils mangent le couscous et le gombo dans la même assiette avec les enfants. On connaît la négligence des enfants et même des adultes dans l'hygiène. Vous savez mieux que moi qu'ils passent toute la journée à laver leurs pieds sans savon pour prier. Ils ont leur objet qu'on appelle bouta. C'est ça le vecteur privé de transmission de maladie. Tout le monde utilise, malades, enfants, vieillards, jeunes, etc. Didier depuis Douala. Et là encore, vous convoquez les questions de sensibilisation et d'éducation. C'est que c'est bien d'avoir des radios communautaires et ainsi de suite, et que les services puissent descendre sur le terrain. Il y a des valeurs culturelles, mais ces valeurs culturelles peuvent être à risque. Non. Si vous utilisez la même assiette, Monsieur le Président, on fait de la pédagogie. Si vous avez vos valeurs culturelles, que vous dites qu'utilisez le même gobelet, alors qu'il y a par exemple le choléra ou la tuberculose,
ce n'est pas parce que c'est des valeurs culturelles qu'on vous a pas dit que faites attention. Pour qu'un gobelet passe d'un utilisateur à un autre, il faut le laver. Même si vous êtes de la même maison, ça n'a rien à voir avec... Non, c'est la démocratie. C'est pas la démocratie, Monsieur le Président. C'est l'hygiène. C'est l'hygiène et c'est fondamental. Dites-le dans votre environnement. Une fois j'étais au Mali. Vous savez comment les Maliens mangent, non? On vient avec un plateau. Et tout ça, c'est à risque. Ambassadeur, ingénieur, vous tous, vous pouvez... Non, ça, c'est à risque, Monsieur le Président. Religion d'hygiène. On est d'accord que c'est la religion. Empêcher de pratiquer leurs valeurs religieuses. Ce n'est pas ce qu'on a dit. Si vous voulez le faire, lavez vos mains. Si vous voulez le faire, continuez à le faire. Faites vos examens. Faites vos examens. Ça n'a rien à voir avec... C'est de la mafia mondiale. Donc vraiment, il faut arrêter. Vous êtes dangereux là. Vous êtes dangereux. Moi, je veux qu'on doit se réinventer. Mais se réinventer. Vous voulez se réinventer. Si vous voulez se réinventer et rester cantonné dans les traditions qui peuvent avoir des problèmes. Vous ne serez jamais propre. Sinon, on ne mangerait pas dans les tourneaux de vous. Voyez comment on lave ces Mais c'est là-bas qu'on prend des maladies. Monsieur le Président, il ne faut pas encourager justement ce qui se passe dans les tourneaux d'eau. Mais on fait la promotion des valeurs culturelles. Non, promotion du je ne veux pas dire exposer la santé des gens. Mais voilà des gens qui meurent. Parce que vous dites qu'ils sont africains, c'est la tradition religieuse et culturelle. Tout le monde plonge la main dans une assiette, mais il faut arrêter ça. Pas le problème. Mais le problème, c'est que c'est l'hygiène. L'hygiène, lavez bien vos mains. Les Anglais étaient truffés de Quelle hygiène que les musulmans? Non, c'est pas une question de musulmans. Monsieur le Président, n'évoquez pas. Ça ne concerne pas les musulmans. Ça ne concerne pas les... une communauté. S'il vous plaît, ça nous concerne nous tous. Ça nous concerne nous tous. Je voudrais intervenir. Mais quand tu as les ongles taillés, il faut lui demander aux autres d'avoir les ongles taillés. Je voudrais intervenir sur la préoccupation du président Soum. De président Soum, de mon co-panéliste, que à l'époque de nos parents, vous savez très bien que ils accouchaient beaucoup. Et alors, une maman pouvait faire 15 enfants. Et peut-être 2 seuls survivaient. Pourquoi? Parce qu'il y avait un problème d'hygiène, il y avait un problème de santé, il y avait un problème de suivi, et tous mouraient, peut-être 2 seuls survivaient. Aujourd'hui, si vous faites 3 enfants, vous êtes sûr que les 3 enfants vont survivre. Parce qu'il y a meilleur suivi. Oui, c'est un problème d'hygiène. Donc, de façon très simple, nous sommes dans un monde moderne. Il faut moderniser notre culture, tout simplement. Oui, c'est ce que je dis. Donc, si vous parlez, par exemple, de choléra, et que M. Jean-Jacques, le journaliste, vient de dire tout à l'heure, le présentateur, que il y a dans une maison un seul gobelet d'eau, et que chaque enfant utilise, ainsi que les parents. Le seul enfant qui aura le choléra va contaminer tout le reste. Donc vous avez dit que non, parce que la famille est pauvre. Je pense que non. Parce que il suffit de voir qui est le vecteur de ce phénomène de choléra pour qu'on les parle, qu'on le dise, qu'on l'amène dans les hôpitaux pour pouvoir le suivre. Maintenant, lorsque vous motivez à ce que ce qui se passe dans le septentrion pour le choléra, par exemple, que non, on doit retrouver le même gobelet, moi je pense que vous êtes un gobelet-touba comme moi. Et vous savez que dans nos ménages, on a un gobelet. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Parce que c'est le vecteur de maladies. Non, les choses évoluent. Il faut que ça évolue. Les choses évoluent. Il faut qu'on sensibilise les gens. Moi, j'ai la chance d'avoir travaillé pour une radio communautaire. Oui. Et la mission de ces radios communautaires, c'est de dire aux gens que même si vous avez une seule assiette, il faut la laver. Il faut même chauffer de l'eau pour faire ci ou ça. C'est important de le faire. Mais ne disons pas que ce sont nos traditions et nos religions qui nous imposent d'avoir le même gobelet à le passer d'une bouche à une autre. Un exemple bête. Voilà. Nous avons souvent eu des problèmes de poux de tête. Oui, c'est ça. Vous savez, de façon simple. Parfois, nos enfants vont à l'école. Parce que tel enfant a de poux, peut-être ce qu'on les têtes, ça se transfère. Et puis on revient dans la famille. Finalement, quand l'enfant vient, on doit laver l'enfant, on se rase les cheveux. C'est une raison pour dire, si déjà nous-mêmes le sens de la propriété ne nous concerne pas, il va de soi que toute la maisonnée soit contaminée. Donc il faudrait que ce geste de propriété concerne tout le monde de la famille. Si c'est un problème de tête, il faut laver ta tête. Il faut te peigner.
il faut mettre peut-être, quand ça va gratter, on se pose la question, est-ce que c'est la teigne? Est-ce que c'est les poux? Dès qu'on vérifie, on évite à ce que on puisse aller contaminer les autres. C'est ce qui nous dérange. En grosso modo, c'est pour ça qu'on dit la propriété générale, personnelle, et pour éviter que... En grosso modo, il faut réinsérer cela dans le programme pédagogique. Mais c'est ça qu'on a Parce entendu. que- Il Non, mais on va d'abord faut bien à la maison. informer. Je me rappelle dans l'autre génération, je pense qu'à la maison, Je pense que M. Jean-Jacques... ne laissons pas la charge aux enseignants. Moi, je pense qu'à mon époque, bien sûr, quand nous arrivions à l'école, il y avait un gobelet où on vous donnait de la quinine, on vous exigeait, est-ce que vous avez lavé les mains? Et on nous apprenait comment est-ce qu'il faut laver les mains. Il y avait même des récitations. Si tu veux être propre, il faut bien se laver les mains, la bouche, les oreilles, se laver. Vous voyez un peu, ces valeurs. Voilà, je crois qu'on se retrouve maintenant. On se retrouve Moi, maintenant. je pense que la question est fondamentale et il faut interpeller les autorités camerounaises. On ne corrige pas une leçon qu'on a pensée. D'accord. Alors, il n'y a pas que les autorités. On est en train de s'adresser aux familles aujourd'hui. À partir de la famille, il faut imposer l'hygiène. Il faut imposer et veiller à l'hygiène. Les environs, ainsi de suite. Il faut pouvoir traiter tout cela. Ne pas ce qu'on faisait avant la queue, mangeons. Parce que, allez, on prend le cocotongue rapidement au téléphone. Allô, bonsoir. Est-ce qu'il est avec nous? Bonsoir. Bonsoir, monsieur le directeur, que Dieu vous bénisse. Bienvenue, on t'écoute, hein, ta réaction avant qu'on entre pleinement dans le sujet. Merci, monsieur le directeur, que celui qui peut tuer, Dieu vous tue. Je prends ampleur du problème et je vous rappelle plus tôt. D'accord, on revient dans le sujet. On entre dans le sujet justement qui concerne le milieu des affaires. Pourquoi tant de grincements dedans? Monsieur le Président Soum, ça parle beaucoup, ça se plaint beaucoup dans le milieu des affaires au Cameroun. Quels sont les mots qui minent ce secteur des affaires? Bien, déjà, M. Jean-Jacques Mizé, c'est un secteur où je fais mes premiers pas en 2009, quand je rentre l'Afrique du Sud, c'est-à-dire les panneaux publicitaires électroniques que vous voyez à Douala, à Yaoundé. C'est une idée que j'ai ramenée de l'Afrique du Sud. La pension volontaire également qu'a voulu pratiquer la CNPS en 2016, qui ont échoué. Moi, je pense que quand on parle de grincement dedans dans un monde des affaires... Oui, bonsoir. Je vous dirais... Que bonsoir. Alors, bonsoir, monsieur. Permettez. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Comment vous appelez? Oui, s'il vous plaît, avec beaucoup de respect, dites à monsieur le président qu'il n'y a pas l'eau à Bonaparte. On peut faire 2 semaines sans l'eau. Allô? Oui, à monsieur le président. On va baisser le retour ici. Il n'y a pas l'eau à Bonaparte. Oui, allez-y, monsieur. Il n'y a pas l'eau à Bonaparte. On fait 2 semaines, il n'y a pas l'eau à Bonaparte. D'accord. Le message est passé. Et les responsables en question nous écoutent. Bonapriso, des problèmes d'eau aussi. Très bien, on est dans les affaires. Bien sûr, merci une fois de plus, M. Jean-Jacques Zé. J'étais en train de développer en disant ceci. La pension volontaire que la CNPS a voulu pratiquer en 2016 est une idée qui venait de Soum Silas. Oui. Ça, tout le monde le sait, sauf par agitation des hommes. Bien, maintenant, quand on parle de grincement dedans dans le monde des affaires, je vous dirais tout simplement ici qu'il s'agit ici des frustrations, d'une instabilité économique et des pressions fiscales. D'une instabilité économique et des pressions fiscales. Oui, des pressions fiscales. Des pressions fiscales. Ça veut dire quoi? Vous allez vous rendre compte que la loi de finances, qui est un document hautement technique, ne peut pas être décrypté par les députés qui sont les élus de la nation pour comprendre les tenants et les aboutissants, pour faciliter aux hommes d'affaires la rentabilité dans les entreprises. Et puis, vous allez vous rendre compte que face à ces difficultés où les sanctions administratives sont prises par des politiques, tout simplement pour mettre de la pression et réduire la rentabilité des entreprises
au détriment de l'économie nationale. Mais M. Jean-Jean, sans toutefois aller de très loin là, je vais tout simplement vous dire que il faut noter que notre pays, le Cameroun, est plongé dans un délabrement économique si désastreux que son existence même est menacée, de par l'incompétence et l'insuffisance des responsabilités de nos agents publics. C'est-à-dire que je vais interpeller ici le ministre des Finances, qui, par un arrêté ministériel, va se permettre d'intégrer les revenus communaux et qui dit qu'il va s'accaparer de ça. Vous voyez, c'est une frustration. Ce n'est pas caricatural ce que vous dites. Pas du tout. Il y a une loi des finances qui prévoit cela. Ce n'est pas le ministre des Finances qui se permet. Une loi des finances qui organise cela. C'est un document hautement technique que seuls ceux qui l'ont élaboré le comprennent. Ben, c'est pas de leur faute si les députés ne comprennent rien. C'est de la politique caricaturale. Oui. Franchement. Non, mais écoutez, nous sommes là pour les intérêts de la République. Toute décision, tout engagement, lorsqu'il s'agit de la République, nous devons tous se sentir concernés. Moi, j'étais au ministère des Mines. Lorsqu'on élaborait la loi minier, il y avait des directeurs de certains départements dans le ministère des Mines qui disaient non, c'est pour nous. Non, envoyez ça là-bas. Non, mettez ici. Vous voyez un peu, les lois sont ficelées aux intérêts individuels. Lorsque vous n'êtes plus directeur de la géologie, dites-moi, ce que vous avez dit non, mettez ici, non, c'est pour moi, non, mettez là-bas à la DM. Que deviendra la direction de la géologie au moment où vous avez tout taillé à votre avantage et que demain vous n'êtes plus là? Moi, je pense que nous devons revoir notre tissu économique et les hommes qui pilotent. Parce que l'économie est le cœur de la République. D'accord, vous dites que les entreprises suffoquent à cause des décisions inconséquentes des responsables, la pression fiscale et autres. L'instabilité économique. L'instabilité économique, le grincement de dents qui sont enregistrés. Full Gospel. Ce monde parle beaucoup. Ce Gospel, ça aurait été mieux, non? Ce monde parle beaucoup, se plaint beaucoup. Il y a des hommes d'affaires qui ont fermé boutique aujourd'hui. On les rencontre au ministère des Finances avec des vieilles mallettes. Ils montent, ils descendent. On a même pitié d'eux parfois. On dit qu'on ne paye pas. Il n'y a pas l'argent. Vous faites un marché et puis rien d'autre. Il se passe quoi? Oui, M. Jean-Jacques Zé, je crois qu'il faut être objectif parce que c'est un sujet qui mérite que chacun se retrouve dans son milieu et que chacun comprenne exactement ce qui n'a pas marché. Parce que parfois, les gens peuvent bien se plaindre, mais lorsque vous allez au fond, vous constatez qu'il y a des projets d'affaires qui ont été très mal conçus, ou alors des projets d'affaires qui ont été conçus, mais sans objectif précis. Tous les Camerounais. Et là, je crois que, parce que quand je préparais le sujet, je pensais justement aux agents d'affaires qui, n'est-ce pas, dans ce domaine, maîtrisent un peu. Et vous voyez que lorsqu'on veut faire des affaires, disons, on a un domaine précis où on veut, n'est-ce pas, s'exercer, au lieu d'aller vers ceux qui maîtrisent un peu, on se retrouve en train de faire des choses pour contourner peut-être des procédures. Et on se retrouve à la fin buté. Et ce qui fait que on a cette maîtrise, cette faible maîtrise des aspects techniques et financiers. Bon, on a de l'argent. Oui, on a fait des prêts auprès d'une banque et puis on veut s'investir, on veut investir dans un domaine au lieu de trouver des spécialistes. Mais si la banque vous a fait accorder un prêt, ça veut dire que votre dossier est bien monté. Oui, le dossier est parfois bien monté et je vous ai dit que l'objectif, l'imprécision au niveau de l'objectif de la personne même qui est, ou alors même ceux qui sont chargés de gérer le budget qui est mis à leur disposition. Vous voyez que aujourd'hui on vous dit, bon, vous êtes directeur dans telle entreprise, au lieu de se fier à l'objectif que vous voulez atteindre, c'est lui qui monte le projet d'affaires, mais vous multipliez plutôt les poches de dépenses. Et ce qui fait qu'à la fin, on se retrouve avec une affaire qui, au départ, était bien montée, mais qui, à la fin, parce que la ressource humaine, parce qu'il faut vraiment voir qui sont ceux qui sont chargés de mener le projet jusqu'à la fin. Et là, maintenant, se pose encore un problème de suivi.
un problème de suivi et des imprévus. Ça, c'est de la parce que littérature caricaturelle. c'est pas de la littérature. C'est de la littérature. Non, mais pouvez parce pas que dire vous pensez les que... Camerounais ne sont parce pas que dans vous pensez Vous pouvez intervenir naturellement, parce que Monsieur le vous Président. pensez que... Je crois que les de la Camerounais sont littérature. suffisamment mûrs. Là, vous êtes en train d'insulter les Camerounais. Non, pas d'ailleurs, quand j'ai dit les Camerounais sont suffisamment mûrs, je ne parle pas des On gens... parle- Mais sauf qu'on entend beaucoup parler des projets mal maturés. Mais le problème qui se pose sur le président, Pas au niveau des projets. beaucoup de petites entreprises meurent au Cameroun, qui se sont lancées dans des affaires et ne réussissent pression pas à fiscale. trouver leur compte, finissent par disparaître. Ça, c'est votre- Faites un tour au ministère des Finances, vraiment, c'est vous votre- pouvez mettre en rang, 2, 3 rangs, des gens qui ont pratiquement les mêmes problèmes. Il se passe quoi? Merci beaucoup. Monsieur le journaliste Jean Razé, vous entrez dans un domaine purement juridique. Je suis Maître Bikaï, je suis doctorant en droit privé. Je vais vous dire que j'ai une licence en droit des affaires. Parce que nous devons que lorsque vous êtes mécanicien, qu'on laisse du travail au mécanicien. Oui. Lorsqu'il y a un travail du juriste, qu'on laisse au juste privatiste, qui est différent du juste publiciste. Donc, C'est-à-dire l'huissier de justice. je voulais donc dire quelque chose qui est, je voulais dire quelque chose qui est fondamental. Je suis agent d'affaires. Il ne faut pas confondre avec homme d'affaires. Homme d'affaires, C'est un justement. auxiliaire de justice. C'est un professionnel de droit des affaires. Donc, nous avons comme prérogative la gestion des affaires d'autrui, litigieuses ou non. Nous avons comme prérogative le conseil et consultation juridique. Donc, l'accompagnement des entreprises, donc des chefs d'entreprise, à l'ouverture de leur entreprise et jusqu'à ce qu'ils aient, jusqu'au suivi. Parce qu'il y a d'abord la création d'entreprise. Lorsqu'il crée l'entreprise, il est mécanicien, il sait seulement faire sa mécanique, il connaît rien de comment est-ce qu'il peut prétendre avoir de l'argent. Et lui pense simplement que lorsqu'il a créé son garage, vous amenez votre voiture, et dit, bon, il faut changer de traîneau, etc., et vous taxez, etc. Non. Et lorsque les impôts, le service impôts, va s'acharner sur lui pour dire, bon, monsieur, vous avez un garage, vous n'avez pas créé une entreprise pour faire dans le garage. Faire dans le mécanisme, mais dans le garage, c'est une entreprise. D'accord. Monsieur le Président, vous gardez la main. Alice, Oui. Kalista, l'homme au téléphone, bonsoir. Que je reviens là maintenant en voice parce que là j'ai l'impression que monsieur Foul Godfrey trompe de sujet. Il ne s'agit pas ici là de la question du montage des projets ou de la création des entreprises, de la gestion des entreprises. Il s'agit ici du climat des affaires. Vu le problème que les entreprises ont, que le milieu des affaires a au Cameroun, il y a, comme je l'ai dit, l'accumulation des incertitudes au niveau économique, au niveau politique. Il y a la pression fiscale, comme l'a dit un des panélistes également, et dont je l'ai dit dans mes écrits, mais également, il y a la hausse du coût d'exploitation dans les entreprises. Donc, il faut bien qu'on le mette en avant. Parce que remarquez-vous, depuis les élections d'octobre 2020, les élections politiques vraiment sont au ralenti. C'est-à-dire que les gens ont envie d'avoir une certaine pour lancer leurs activités, pour faire des choses. Voilà, donc c'est ça le vrai problème. Merci. Merci beaucoup d'être passé, Monsieur le Président. Je continue en disant que quand on parle d'entreprise, il faut savoir que vous pouvez être une entreprise sur la déclaration de la patente. Il y a des entreprises sur la déclaration de Liège, c'est-à-dire l'impôt général synthétique. Donc, parce que c'est pourquoi on dit que avant de chercher à créer une entreprise, rapprochez-vous des professionnels. Le professionnel va vous dire, voilà, vous voulez travailler dans des qualités de chiffre d'affaires. Vous avez quelle opportunité pour pouvoir affronter un marché public? Pour affronter un marché public, vous devez être sur tel capital, sur la patente. Quel est votre cursus de revenus mensuel? Pour dire que si on vous demande d'aller construire, n'est-ce pas, un bâtiment public d'un établissement public, alors il faut préfinancer. Et vous lancez dans cette aventure, vous dites que bon voilà, je vais aller construire cet établissement public. Or, vous oubliez que vous n'avez pas de l'argent. Premièrement, vous allez dire que la banque va vous donner l'argent. Comment? Il faut préfinancer. Parce que vous pensez que
vous pensez que directement l'État va vous payer. Non, l'État vous paye après avoir recensé, après avoir contrôlé, après avoir vu l'œuvre sur le terrain, que l'État peut vous octroyer un chèque. Donc il faut d'abord préfinancer, il faut être capable de préfinancer. Est-ce que vous-même vous avez cette capacité d'aller à la banque? Vous avez d'abord un compte bancaire, premièrement. Mais ça doit être traité en amont. Avant qu'on vous accédiez le marché en question. C'est ce que je dis. Oui, c'est ce que je dis, que tout le monde veut faire les affaires. Monsieur Jean-Jean. Tout le monde veut faire les affaires, mais je suis en train de dire un principe de droit, c'est que il faut être accompagné. Qu'on vous dise que voilà, si vous voulez faire telle catégorie d'affaires, vous devez être sur ISG. Parce qu'il y a ce qui va suivre, le redressement fiscal. Lorsqu'on va vous redresser, vous allez dire que l'État a fait ceci, l'État a fait cela. Vous oubliez que c'est parce que vous n'avez pas mis tous les moyens de droit qui vous entourent pour vous protéger. D'accord. On entend les uns et les autres beaucoup parler, monsieur Nac, de pression fiscale. Les entreprises étouffent. Oui. Sont-elles surprises par ce que la fiscalité demande pour crier à la pression? Moi, alors, vous allez répondre tout à l'heure. Oui, bonsoir au téléphone. Ce qu'il est en train de dire là, donne-moi la possibilité, s'il te plaît. Vous êtes déjà en direct. Allons-y. Oui, je suis en direct, Jean-Jacques. Jean-Jacques. On vous écoute. Oui, c'est le comportement Jean-Jacques. Très bien, on vous écoute. Je vous disais ce que le monsieur est en train de dire. Voilà la complexité de ceux qui font le faux au Cameroun. Voilà les gens qui font le faux au Cameroun. Vous pensez qu'ils font le faux alors qu'ils vous expliquent comment ça devrait marcher dans le domaine? C'est l'opportunité de parler de président d'Afrique. Voilà les gens qui font le faux avec le budget du Cameroun. Jean-Jacques, vous êtes un journaliste très responsable. Et quand vous avez l'opportunité de parler, ça veut dire que vous savez que je peux humer comme parfum. Les gens sont des faussaires au Cameroun. On a rendu tout le monde faux. Vous dites dans votre officiel des crainsements de dents, pourquoi? Parce qu'il y a... Alors, on a noté cela, que les gens sont des faussaires. Parlons de la pression fiscale. Pourquoi la plupart de ces entreprises qui sont dans le domaine des affaires se plaignent de la pression fiscale? Est-ce qu'elles ne sont pas prévenues, ces entreprises? Moi, je recense d'abord 4 problèmes. Oui. 4 problèmes qui minent cette pression fiscale. Mais il faut louer déjà ce que le président national des agents d'affaires a dit tout à l'heure. Parce que quand on veut se lancer dans un domaine d'activité, il faut maîtriser ce domaine. Pour ne pas créer une entreprise et espérer être riche, parce que vous avez créé une entreprise. Parce que j'entends souvent des gens dire, j'ai une entreprise. Donc ça veut dire, avoir une entreprise, c'est largement suffisant. On oublie qu'il y a les impôts. Il y a le personnel qu'il faut payer. Il y a des charges. Il y a plein de charges. Mais seulement, nous sommes en milieu des affaires. Pourquoi les grincements tels que vous avez posé la question? Je disais tantôt que j'ai recensé 4 problèmes. Allons-y. Il y a le politique. Le politique, c'est-à-dire? Le politique. Vous savez, quand on veut faire on veut encourager des entreprises, on veut encourager des gens qui produisent des biens et des services. Il faudrait bien les accompagner. Les banques, par exemple. Il est difficile pour un entrepreneur, comme ça a été dit tout à l'heure, si tu n'as pas bien fait ton business plan, tu ne peux pas bénéficier d'un crédit d'une banque. Une banque ne peut pas te faire confiance. Et si la banque ne te fait pas confiance, imaginez que vous gagnez un marché. Vous n'avez pas d'argent pour démarrer le marché. On constate régulièrement. Il y a plusieurs entreprises qui ont des marchés, mais qui ne peuvent pas réaliser ces marchés. Ils peuvent commencer, mais ils ne peuvent pas finir. Plein d'entreprises abandonnent en cours de chemin. Il y a d'abord ce problème politique. Il y a les impôts. Pourquoi les impôts? Quelqu'un avait dit,
trop d'impôts, Tu l'impôt. Et c'est vrai. Nous avons une TVA. Parfois, vous achetez une marchandise, on vous impose encore de payer la TVA. Ça ne vous importe. C'est criard. Vous avez d'abord la DSF qu'il faut payer et ce n'est pas gratuit. Imaginez quand vous n'avez pas un bilan financier en fin d'année. Vous ne pouvez pas espérer gagner un marché. Et quand bien d'autres contournent, mais ça les rattrape généralement. Les impôts sont trop lourds pour les petites et moyennes entreprises camerounaises. Il n'y a que peut-être les entreprises étrangères, eux seuls savent, ils ont le secret de pouvoir savoir comment ils font. Mais beaucoup aussi contournent les impôts. Parce que notre droit fiscal encourage beaucoup plus les entreprises étrangères. Parce qu'ils se disent que peut-être qu'ils font du bon travail. Mais ce sont des gens, ils viennent juste prendre nos capitaux et repartir avec. Ouais, mais qui n'utilisent même pas, généralement, beaucoup plus nos personnels. Ils viennent avec leurs employés. Quand vous écoutez, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'aventuriers dans le domaine. Il y a beaucoup d'aventuriers. Le troisième problème que je ressens, c'est le civisme. Pourquoi un civisme? Un entrepreneur sait que lorsque je gagne un marché, je dois l'enregistrer. Mais il trouve des moyens pour contourner. Non, je vais payer peu. Parce que j'ai telle personne au niveau de tel service des impôts. Je paye peu. Et qui paye mal, paye deux fois. Qui paye mal, paye deux fois. Lorsqu'on revient pour le redressement, parce qu'on a beau faire, on se dit, on est seul. On n'est que dans le secret de Dieu. Mais que non, on se trompe. On se fout le doigt dans l'œil. Parce que lorsque reviendra le contrôle, nous avons vu, c'est courant. Il y a plusieurs entreprises qui ont été redressées. Je ne vais pas citer les noms. Il y a plusieurs entreprises qui ont été redressées. Quand on vient vous redresser, on vous dit, monsieur, vous avez eu tel marché. Vous n'avez pas payé l'enrichissement de ce marché. Vous avez eu tel marché, vous avez eu tel paiement. Vous n'avez pas payé la redevance, l'IR et autres. Au finish, quand on vous redresse, on dit payer 50 millions. Vous criez aux voleurs. Pourquoi? Il faudrait que ces entreprises, non seulement, ils doivent avoir des juristes qui peuvent les conseiller sur le plan fiscal. C'est très important. Une entreprise qui n'a pas un juriste... Chacun voit son conseiller fiscal. Tout à fait. C'est très important. Mais il y a des entreprises qui n'en ont pas du tout. Oui. Ils attendent quand ils ont des problèmes. Et quand ils ont des problèmes, ils ont plus de problèmes. Moi, j'ai l'habitude de dire, quand il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Mais le jour qu'il y a problème, il y a véritablement problème. Et le dernier élément, c'est la corruption. C'est ce qui gangrène beaucoup plus. Qui corrompt qui dans ces affaires? Celui qui va soumissionner, il met de l'argent. Celui qui donne le marché et celui qui exécute le marché. Ça, nous savons. Et celui qui est censé payer. Puisque c'est toute une chaîne. Ouais. C'est toute une chaîne. Il y a un marché. Il faut donner d'abord tel pour acheter le marché. Parce que l'argent que vous allez exécuter au marché, qui commence à s'égrener. Absolument. Maintenant, vous avez gagné le marché. Il faut l'enregistrer. Non, j'ai ma personne qui peut me faire ça. Vous payez quand même. Parce que c'est cet argent que vous recevez, ou que vous allez recevoir, que vous payez. Après, il faut exécuter. Il y a la mission de contrôle qui vient souvent, généralement, contrôler les travaux. Est-ce que les travaux sont bien faits? On les corrompt. Non. Au lieu de mettre l'épaisseur de 50 cm du goudron, non, on peut mettre même 20 ou 25 ou 30. C'est de l'économie. Pour une mission de contrôle qui est censée faire son travail, on va dire, ça c'est un travail à refaire. Et avec les finances de l'entreprise. S'il n'y a pas cela, si toute cette chaîne-là est corrompue. Oui. Si vous permettez, oui, pour m'appuyer sur ce que le confrère vient de dire, c'est que j'appuie sur le renseignement du public, qui est l'une des missions des agents d'affaires, le renseignement du public. Donc, le public n'est pas totalement renseigné. Oui. On dit que pour ouvrir l'entreprise, il faut. Ils ne sont pas renseignés. Combien de personnes ont lu la loi de finances de 2026? Personne. Beaucoup vont vous dire, je connais, mais ils doivent avec ça, ils ne lisent rien là. Et maintenant, quand l'État vous frappe, vous dites que non, l'État a fait... l'État n'exagère pas. Qu'est-ce qui se passe? Combien de personnes ouvrent des entreprises? Tout le monde veut aller dans la clandestinité. Justement. Chacun... Mais l'État vit des impôts.
Moi, j'ai demandé à mes confrères gens d'affaires, qui sont plus de 700 gens d'affaires au Cameroun, que j'incarne l'autorité, que vous devez ouvrir les cabinets et payer les impôts. Si vous ne payez pas les impôts, je vais vous dénoncer. Parce qu'il est inadmissible que vous pensez que vous devez exercer la profession librement sans payer les impôts. Mais chacun son entreprise dans oui, dans le sac. Oui, ça doit changer. C'est vrai. Ça doit changer. C'est vrai. Donc, le renseignement du public, là. Donc, je m'en vais ouvrir mon entreprise, j'ouvre mon cabinet de gens d'affaires, je marche à la maison, il faut payer des impôts, il faut qu'on parle. Et tu te mets Bikaï. Il paye des impôts. Comment il fait ainsi de suite? Et nous parlons de la corruption. C'est un problème qui gangrène notre société. Vous voyez que quand vous partez au service des impôts, bon, je vais ouvrir mon entreprise, on va vous dire, bon, il faut d'abord aller au tribunal, ouvrir le registre de commerce, etc. Mais vous ne savez même pas d'abord ce qu'on appelle RCCM. Il faut qu'on dise que RCCM me dit registre de commerce. Et il faut donc être accompagné par un agent d'affaires. Disons-le comme ça ici. Et il faut être, je veux dire qu'il faut être accompagné par un professionnel du droit. Ils vont dire, faites ça pour que votre entreprise soit à jour. Et maintenant, vous devez payer dans telle catégorie. Il faut faire la carte des contribuables. Parce que vous pouvez, actuellement, il est impossible de pouvoir payer au niveau des impôts si vous n'avez pas une carte de contribuable. Parce que ça se paye avec ton numéro de carte de contribuable. D'accord. Alors, les experts sont de ce côté. De ce côté, il y a les politiques et les hommes d'affaires qui sont là. Généralement, on dit que l'État du Cameroun ne paye pas. L'État du Cameroun est voyou. D'ailleurs, la dette intérieure semble le démontrer. Voilà. C'est là où je voulais intervenir. Déjà, vous m'avez anticipé. Moi, je pense que le problème ici n'est pas comment créer l'entreprise et comment la gérer. Nous parlons aussi des grincements dedans dans le monde des affaires. Oui. Qui parle des grincements dedans? En fait, c'est des mécanismes qui provoquent de la colère. Vous comprenez? C'est ça qu'on appelle grincement dedans. Oui. Ce n'est pas comment créer une entreprise, comment la gérer, non. Je suis désolé. Lorsqu'on parle de la colère, ça veut dire que vous êtes face à une situation qui vous tracasse et dont vous n'avez pas de solution. Et vous avez besoin de solutions. Nous allons parler tout simplement de la pression fiscale. Ça veut dire que lorsque je soumissionne un marché public, que ce soit parapublic avec Kamwat chez le docteur Blaise Moussa, par exemple, d'abord lui paye. Je n'ai rien compris. Ah d'accord, bonne nouvelle. C'est un bon gestionnaire. Bonne nouvelle. Non, c'est ça le grincement dedans. Ouais. La pression fiscale, c'est-à-dire les taxes élevées. Vous gagnez un marché de 61 milliards et on vous demande de l'enregistrer peut-être à 30%. Monsieur Jean-Jacques Zé, dites-moi d'où viendront les ressources pour exécuter ce marché lorsque 30% de 61 milliards rentrent dans les caisses de l'État. On ne voulait pas que vous soyez bourgeois riche. Non, c'est ça le grincement de l'État. Vous allez faire progresser à l'État. Vous allez avoir un intérêt qui c'est ça le grincement dedans. Mais vous voulez avoir beaucoup d'argent, c'est ça. Ceci dit, lorsque l'État tient compte de la fiscalité d'une république, on doit tenir compte de l'environnement et de la politique économique du pays. C'est pour ça que j'ai parlé de l'instabilité économique. C'est ça le grincement dedans. La colère dans un secteur sans satisfaction. On appelle l'exaspération. Vous êtes exaspéré d'une situation dont vous attendez la solution, vous ne trouvez pas. Vous vous rendez compte que on passe un marché, l'État doit tenir compte. D'abord, l'État doit s'entourer des techniciens pour passer un marché, sachant que si on prélève 30% dans 60 milliards à ce contribuable, il sera capable d'exécuter les travaux dans les très brefs délais et en respectant le cahier de charges. Donc, le compatriote a parlé de l'épaisseur d'un bitume. Comprenez, je suis homme d'affaires en même temps. Je fais dans le domaine de route. Moi, je suis homme d'affaires. Je fais dans ce domaine. Vous gagnez un marché de 31 milliards de francs CFA et que vous l'enregistrez à 30%. Vous allez gagner combien? Non seulement l'enregistrement, on va vous imposer. Parfois même, vous n'exercez pas durant toute l'année. L'autorité fiscale fixe un barème obligatoire et imaginaire. C'est ça qu'on appelle grincement de dents. C'est une colère. Il y a une loi de finances qui est définie. Mais la loi de finances est définie sans tenir compte des réalités. On nous impose ça. Le compatriote n'est pas consulté, monsieur. Si vous voulez faire la représentation nationale. D'accord. On
avance. Foule. On écoute les uns les autres. Est-ce que ce que monsieur le président de la Chambre nationale des agents d'affaires a dit tout à l'heure, les gens se lancent sans être forcément renseignés. On sait comment ça se passe dans les directions générales et les ministères. On t'appelle quand on veut dépanner Jean-Jacques Zé. On dit viens avec l'entête. Vraiment, tu as créé. Non, mais c'est une vérité. On vous dit, viens, s'il vous plaît, c'est pas la caricature. Je crois que les gens nous suivent. On veut dépanner une fille de soir, on dit viens avec l'entête. Et vient avec l'entête, et puis ainsi de suite. Non, les 4-9 par exemple. Parce que les gens qui ont 40 ou 49, ça devient quelque chose de costaud. Mais on demande, est-ce que c'est pas parce qu'on n'est pas suffisamment renseigné que des graissements de dents sont si nombreux? Justement, je crois que j'ai commencé par parler de ça et l'auditeur ou alors le téléspectateur il vous a pas bien compris. Nous parler de... Il ne m'a pas bien compris parce que lorsqu'on parle de la fiscalité, ça doit être inclus dans son projet, en principe. Et je crois que le président a dit, il a bien dit ici qu'il y a combien lisent, combien qui se lancent dans les affaires lisent même d'abord la loi de finances. Parce qu'en principe, lorsque vous lisez la loi de finances, vous êtes libre de vous lancer ou de laisser tant que vous ne trouvez pas votre intérêt. Et lorsque vous êtes bien renseigné, on vous dit le domaine dans lequel vous voulez vous investir, voilà ce qui vous attend. Ce qui fait que la fiscalité ne devrait plus être quelque chose qui vous surprend. C'est vrai, il faut le reconnaître, qui peut avoir peut-être des taxes, il peut avoir des taxes qui peuvent, n'est-ce pas, vous surprendre au cours de l'exécution, au cours de l'exécution. C'est ce que vous allez à un marché de 61 milliards. Justement, et on parle des aventuriers, et justement, ces gens qui peut-être se lancent dans la construction des routes sans toutefois prendre tous les paramètres qui, n'est-ce pas, rentrent dans la faisabilité du projet. Vous avez un téléphone? Allô? Oui, allô, bonsoir. Vous êtes déjà en ligne, bonsoir. Alors, il nous écoute, mais il nous occupe la ligne. Très bien. Foul avait la parole. Oui. On est en train de voir quelle peut être l'origine de ces incompréhensions, entre guillemets, qui suscitent ce qu'on observe aujourd'hui. Oui. Des entreprises par dizaines décèdent. Oui, nous avons parlé de la fiscalité. Je crois que je vais évoquer un autre pan qui, n'est-ce pas, entrave, n'est-ce pas, les affaires vraiment à bien marcher. Vous savez, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la fraude fiscale. Beaucoup se sont lancés là, où vous trouvez un petit kiosque, n'est-ce pas, à Mokolo. Mais derrière le petit kiosque, nous avons un gros magasin installé dans le quartier. On prend rapidement quelqu'un au téléphone. Allô? Oui, bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à votre panel. Ah, c'est Benoît Feudieu, je vois le profil. Bienvenue Benoît. Sur cette affaire, on vous écoute. Oui, effectivement, je reviens un peu sur le titulaire de votre émission, milieu d'affaires, pourquoi tant d'instruments dedans. Oui. Alors, j'ai comme question, comme on veut un peu mélanger les qui payent à pouvoir gagner un marché, les pressions fiscales. Parce que c'est à ce niveau, je ne voudrais pas qu'on fasse un peu, n'est-ce pas, une confusion, parce que la pression fiscale, c'est au niveau macro, donc l'indicateur macro. Or, le paiement des impôts qui sont effectivement énormes lorsqu'on gagne un marché, c'est toute autre chose. Parce qu'en fait, quand je vous ai pris en repérage, vous étiez en train de poser la question pourquoi les gens se baladent avec les mallettes et ceux qui ont fini par fermer leurs entreprises. Alors, quand moi je suis dans ce... Ils ferment effectivement leurs entreprises parce qu'ils n'arrivent pas à entrer. Et c'est là que je suis d'accord avec ce qui pense. Sinon, va depuis la création de l'entreprise, parce que lorsque vous créez l'entreprise, vous vous lancez dans les marchés, vous montez le niveau jusqu'au niveau du marché public. Vous devrez garantir avec une disposition de fonds capable de réaliser un marché et observer le temps qu'il faut à l'État pour payer. Parce que nous ne devons pas nous mentir.
nous traversons une période où le trésor public n'a pas assez de liquidité. C'est pour ça qu'on parle de la dette de la dette intérieure. Alors, ça veut dire que vous devez être capable de subsister pendant ce temps que vous réussissez à entrer dans vos fonds qui vous permettent de réaliser l'autre marché. Alors, maintenant, au niveau des impôts, oui, nous sommes très d'accord. Les impôts sont énormes. Parce que on ne doit pas se mentir, lorsque vous gagnez un marché public, vous devez payer les TDA, les impôts sur le revenu de personnes physiques, les acomptes, les CAC, il y a autant de choses à payer. Mais ce n'est pas ça qui ralentit la réalisation, qui freine les hommes d'affaires. Le problème, effectivement, comme nous avons dit, c'est la disposition des fonds. Et c'est pour ça que nous voyons que nous avons vu avec peut-être certains autres qu'on réalisait, on finit, n'est-ce pas, par prendre les services d'une multinationale. Pourquoi? Parce qu'ils disposent plus de fonds pour réaliser. Donc, ils sont crédibles. D'accord. Merci beaucoup, Benoît. Benoît qui peut revenir. On parlait d'un aspect concernant les fraudes, qui sont nombreuses également. Justement, la fraude fiscale, vous voyez des gens qui disposent des magasins dans les quartiers, mais juste, ils ont des petits kiosques en bordure de la route. C'est ça qui, n'est-ce pas, est enregistré au niveau des impôts. Et là, maintenant, ils font la concurrence avec ceux qui sont dans les règles. Et vous rendez donc compte que si quelqu'un peut livrer 50 sacs de ciment en prenant au quartier où il ne paye pas les impôts, et l'autre qui paye ses impôts et qui dispose de sa marchandise, et à partir de laquelle on peut, n'est-ce pas, calculer ses taxes. Vous voyez que ce genre de concurrence, ça fait en sorte que certaines personnes n'y arrivent pas. Ils sont obligés de fermer boutique parce que l'État ne bénéficie pas. Moi, je suis encore d'accord avec le président Soumsilas. La dette intérieure est énorme dans notre pays. Alors, pourquoi se lancer dans ces marchés alors qu'on n'a pas les ressources nécessaires? On vous fait quand même travailler, après on vous dit qu'il n'y a pas d'argent. C'est là où il y a le grincement. Allons-y. Oui, je vais d'abord m'en féliciter parce que il y a quelques jours, je crois que l'État a débloqué une somme de 473 milliards, si je me trompe. Vous avez été bénéficiaire? Puisqu'il s'en félicite. Vous avez été bénéficiaire? Je m'exprime. Ça, c'est de la littérature. La dette intérieure était de près de 700 milliards. Oui. Mais si on a déjà débloqué 473 milliards, c'est plus de la moitié. Déjà. Pour les entreprises camerounaises. Parce que c'est une dette intérieure, ce n'est pas une dette extérieure. Oui. Moi, je pense que c'est une bouffée d'oxygène. Mais toujours est-il, moi, je reviens sur les créateurs d'entreprises. Et comme l'a dit mon compagnoniste du RDPC tout à l'heure, vous savez, beaucoup jouent à la fraude. Si je peux même dire, même 90% d'entrepreneurs jouent à la fraude. Comment cela? Oui. Pourquoi? Parce que, comme on sait que les impôts viennent souvent scellés, lorsqu'on ne déclare pas la TVA, lorsqu'on ne fait pas sa déclaration annuelle, qu'est-ce qu'ils font? C'est-à-dire ils ont une porte centrale et puis une porte en arrière. Parce que les impôts viennent fermer toujours la façade principale. Et la façade principale, tout ce qu'on vous présente là, c'est une infime quantité de produits qu'on vend. Il a si bien dit tout à l'heure. Imaginez, vous avez une quincaillerie. Vous êtes soumis au régime d'impôt libératoire. L'impôt libératoire de la mairie. Or, vous avez une quincaillerie. C'est-à-dire, vous dépassez même celui qui a, comme les gens, je ne sais pas, sans commentaire, sans publicité, Kifero par exemple. Vous avez tout un grand magasin. Ils n'ont même pas un seul, ils ont plusieurs magasins. Oui. En tout temps, et ils font des bénéfices. Ils payent déjà les taxes en dessous de au niveau de ce qu'ils exposent à ce qu'ils Ils ont un chiffre d'affaires élevé, très élevé même d'ailleurs. Ils font beaucoup de bénéfices. Parce que ceux qui ont les grandes surfaces, ils payent plus d'impôts, ils ont un personnel. Mais vous voyez celui-là, il est seul dans sa boutique où autour il a 1-2 personnes qui ne représentent rien. Et là, c'est un problème. Il ne déclare pas normalement ce qu'ils ont comme activité.
Alors, on comprend tout cela, mais je voulais entrer dans le fond de l'affaire. Vous êtes des agents d'affaires face à cette situation. Vous vous situez où? Est-ce que vous êtes simplement des facilitateurs, comme on les appelle les apacheurs? On va devant le ministère des Finances, il y a des gens qui connaissent tout, qui ont tous les contacts, qui ont tous les numéros, qui connaissent les rendez-vous des directeurs, ainsi de suite. Non, il faut comprendre que l'agent d'affaires, c'est d'abord un agent institutionnel. Vous prêtez serment? Non. Nous avons des textes. D'accord. Nous avons un texte qui réglemente notre profession. Autant les autres auxiliaires de justice ont le texte. Mais le nôtre, il a le numéro 380. Dans la Constitution du 7 juillet 52. Je vais accompagner mon... Je vais compléter mon confrère pour dire que la profession d'agent d'affaires est réglementée par l'arrêté numéro 380 du 7 juillet 1955, réglementant la profession d'affaires au Cameroun. 1955. Ouais. Après, avis de l'Assemblée territoriale assassinat le 23 juin 1955. Je vous dis que ça s'agit d'un texte de loi. Et je voudrais dire que les prérogatives qui en découlent, c'est-à-dire que sont réputés agents d'affaires ceux qui, en dehors des officiers ministériels, donc huissiers, notaires et avocats d'affaires, et avocats au barreau et avocats, c'est une corporation, ont pour profession habituelle de gérer les affaires d'autrui. Les affaires d'autrui, toujours non. De donner des conseils aux consultations juridiques, de se charger dans le cadre des textes en vigueur, de la rédaction des contrats sociaux privés, du recouvrement de créances, du renseignement du public et d'intervenir en son nom moyennant attribution. Voilà. Donc, en son article 9, l'agent d'affaires est habilité à représenter des parties des tribunaux territoires dans le cadre des textes en vigueur, en affaires criminelles, sociales ou civiles. Maintenant, pour compléter ce que le confrère était en train de dire, que vous avez dit que, non, dès que vous êtes nommé, tacitement, vous devez le lendemain exercer votre métier. Dans les règles de l'art. On vous nomme. On est nommé. L'agent d'affaires est nommé par l'État du Cameroun. L'agent d'affaires est nommé par l'État du Cameroun. Lorsque vous êtes nommé, dès le lendemain matin... C'est-à-dire le président de la République, par l'État du Cameroun. Quand on dit l'État du Cameroun, si on vous dit, je ne sais pas, et c'est démembrement. Parlons comme si on était à l'école. Non, je veux dire, parlons comme si on... Je comprends, parce que là, il y a des chefs d'entreprise qui vous écoutent. Non, j'explique très bien. Non, je suis que les notaires, les huissiers... Je vais dire que ma bouche est la bouche la plus autorisée de la fonction d'agent d'affaires au Cameroun. Et je ne parle pas... C'est pédagogique, président. De ce que je parle, parce que... Non, c'était bon à savoir. C'est bon à savoir. Vous dites qu'on est nommé, il faut bien qu'on sache qui vous nomme. L'agent d'affaires est nommé par l'État du Cameroun. Parce que si vous êtes nommé... Permettez-moi de vous dire que si vous êtes nommé par le ministre de la Justice, vous n'allez pas dire que vous n'êtes pas nommé par le président de la République. Non, mais c'est vague. Dites ministre de la Justice, on avance. D'accord. Maintenant, comprenez quelque chose qui est fondamental. C'est 475. Lorsque vous êtes nommé par l'État du Cameroun, permettez... Dès le lendemain, on n'a pas besoin de prêter serment. L'État vous a dit, allez me faire tel travail. Sont comme les agents de l'État, allez me faire tel travail. Ça veut dire que vous pouvez faire des dénonciations sur les gens qui ne déclarent pas les impôts. C'est ce qu'on a dit ici. C'est ce qu'on dit. On a dit. Non, j'ai dit le renseignement du public. J'ai dit le renseignement. On doit même vous dire même comment vous devez faire. Même pour payer des impôts. Les textes sont sortis. La loi des finances, vous devez venir vers même les entreprises qui ne déclarent pas les personnels à la pendant que vous êtes en train d'expliquer, quelqu'un écrit ceci, dit bonsoir tous les panélistes sur le plateau. Nous sommes doués dans le domaine d'affaires. On veut que les experts nous indiquent là où on peut trouver les documents qui peuvent nous renseigner ou édifier dans le monde des affaires. Davido, au bout depuis Douala, est-ce qu'il faut venir vers vous où il y a des documents qui peuvent édifier pour qu'on ait moins d'hommes d'affaires aventuriers qui finissent par se perdre et perdre tout leur... C'est très simple. On a dit que rapprochez-vous des études d'agents d'affaires. Hein? Si vous êtes bloqué dans un domaine précis du droit des affaires, vous allez sortir la documentation pour dire voilà comment ça se passe, voilà la loi de finances. Si vous voulez faire dans tel domaine, non, vous devez être sur le régime d'impôt général synthétique.
Dans tel domaine, c'est le domaine de remède, c'est-à-dire la patente. Dans l'autre domaine, on doit vous accompagner. Ouais. Sinon, vous allez échouer. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous pouvez gagner un marché de 50 millions de francs alors que vous avez 10 millions. Premièrement, vous devez être accompagné par les banques. Il y a donc un problème lorsque les banques vous accompagnent et lorsqu'on paye votre argent, vous courez pour aller contourner pour que vous donnez ça à l'espèce. Et vous ne voulez pas que la banque tourne. Et vous courez dans les comment j'appelle les microfinances pour que la SGBC qui vous a accompagné pour avoir, parce que vous avez un bon de commande. Quand vous avez un bon de commande, vous donnez, n'est-ce pas, à une banque. La SGBC vous accompagne, vous donne des finances, et après le projet, vous donne de l'argent. Et quand vous prenez de l'argent, vous voulez contourner les impôts. Vous voulez être plus riche que l'État. C'est pour cela que l'État doit mettre un accent particulier. Parce que les Camerounais veulent être plus riches que l'État. Et ce n'est pas possible. Tout le monde va être riche, non? Qui ne veut pas être riche? Oui, pas plus que l'État. D'accord. Je voudrais ajouter quelque chose. Pour créer une entreprise, il faut savoir ce qu'on veut faire. Parce qu'on ne crée pas une entreprise au hasard. Tu peux avoir une entreprise. Mais c'est comme dit tout le monde crée ça. Du commerce général. Monsieur, je vais y arriver. Prestation de service. C'est les termes génériques. Là, dedans, tu fouilles. Ça peut correspondre à ça. Peut correspondre à ça. Dans la vie sociétale, on fait dans le service traité. Il y a plusieurs types d'entreprises. Il y a des établissements, il y a des salles, il y a des salles unipersonnelles, il y a les SA. Parce que la plus grande entreprise, c'est une société anonyme, la SA. Mais la moyenne, c'est généralement les salles. Salles à responsabilité limitée. Limitée ou unipersonnelle. Oui. Le plus bas, c'est établissement. Maintenant, lorsque vous vous engagez, quand vous voulez créer votre entreprise, il faut savoir ce que vous voulez faire. Parce que dans vos statuts, l'établissement n'a pas de statut en réalité. C'est les salles et les SA qui ont des statuts. Pour la salle comme pour la SA, lorsque vous voulez créer, il faudrait savoir ce que vous voulez comme activité. Parce qu'on demande toujours activité principale. Il y a des activités secondaires. Mais quelle est votre activité principale? Si vous dites que vous allez faire dans le BTP, c'est cette activité-là qu'on prend en priorité. Lorsque vous faites dans les prestations de services, vous pouvez quand même créer une SA parce que vous faites juste les prestations de services. Qui peut faire des BTP aussi, c'est une prestation. Non, je parle de l'activité principale. Activité principale. Parce c'est la première activité que vous mettez dans votre statut qui est votre activité principale. Les autres sont secondaires. Vous comprenez? Mais maintenant, en fonction donc de votre activité principale, il faut avoir la capacité financière. Votre chiffre d'affaires est évoquant. Vous ne pouvez pas créer une SA, vous dites que votre chiffre d'affaires c'est peut-être 10 millions. Oui. Non, 10 millions c'est même beaucoup. 1 million. Non. Et c'est vous qui avez une entreprise SA, société anonyme, vous voulez avoir des marchés de cinquantaines de milliards. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est ça. Et quand vous vous retrouvez dans ce domaine, à ce niveau-là, vous allez comprendre, quand on va vous demander de payer les frais d'enregistrement de votre marché, ça va vous dépasser. Non, ça peut dépasser. Alors, justement, il y a des gens aujourd'hui qui ont construit des salles de classe, par exemple, il y a 7 ans. C'est ça. Ils n'ont jamais été payés. Certains sont retournés au village aujourd'hui. Mais la question, pourquoi l'État ouvre ce marché alors qu'il n'y a pas de disponibilité financière ou demander aux entreprises d'avoir des surfaces financières considérables. Mais l'État même n'a pas déjà le moyen, mais on a ouvert le marché. Oui, déjà, moi, je veux faire comprendre aux compatriotes ici présents que ils vont m'excuser, ils ne sont pas en train de répondre à la thématique du jour. Là, ils sont en train de... Ils sont dans la prévention. Voilà. Pour ne pas arriver là, il faut déjà bien organiser votre entreprise, savoir où on va. Un cours de création d'entreprise. C'est fondamental aussi. Quand on ne connaît pas la base, on ne peut pas évoluer. Ici, on parle des colères. Vous avez exécuté... Les colères sont des conséquences, pas des causes. Vous avez exécuté un marché, M. Jean-Jacques G. Vous avez fait une soumission avec les documents irréférents. Ça veut dire capacité financière, que c'est la banque qui vous délivre ça, parce que moi j'ai écouté certains de nos compatriotes ici, on ne peut pas
être détenteur des ressources qui puissent te permettre de réaliser un marché de 50 milliards en tant qu'individu, c'est un problème. Vous avez pris ces ressources où? Raison pour laquelle les banques existent, pour accompagner des entreprises. Mais je suis surpris que c'est au Cameroun que je suis en train d'entendre que pour financer ou exécuter un marché, il faut que vous soyez détenteur de 100 millions, il faut être capable de... Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça, c'est le Cameroun. C'est les banques qui ont la responsabilité d'accompagner les hommes d'affaires. Et la garantie alors? La garantie, l'État est une caution morale. Permettez, monsieur, l'État est une caution morale. Vous n'allez pas me démentir, raison pour laquelle le président de la République a créé la Banque Petite Moyenne Entreprise. C'est une caution morale pour les hommes d'affaires, mis à la disposition par l'État du Cameroun. C'est ce que les gens doivent comprendre. Maintenant, quand vous êtes dans un domaine comme le nôtre, là, et qu'il y a un marché qui est en compétition, on appelle souvent l'appel d'offres national, l'appel d'offres international. Par exemple, au ministère de la Santé, il y a eu un marché des moustiquaires et tout ça. Voilà. Vous montez un dossier en bonne et due forme en respectant les canevas qui sont définis et déterminés par le cahier des charges. Vous ne l'avez pas venir me dire ici qu'après que vous avez été attribué ce marché, on vient critiquer ou bien mettre en cause votre entreprise. Non. Le problème se pose au niveau de la disponibilité et de l'État du Cameroun. L'État n'a pas toujours les moyens dans sa caisse. L'État n'a pas toujours les moyens. D'où vient donc le grincement des dents pour quelqu'un qui s'est endetté à la banque, tenant compte, même à la tontine, tenant compte des délais du paiement arrêtés par l'État, qui est l'ordonnateur de marché. Il vous dit, au bout de 6 mois, vous serez, les premiers décomptes seront payés. La banque tient compte de ça. Non. Maintenant, que vous n'avez pas respecté, pas vous. Celui qui vous a délivré l'attestation de virement irrévocable qui est l'État, auprès de cette banque. La banque ne va pas arrêter l'État, qui s'est porté garant par cette attestation de virement. C'est pour cela que nous sommes sur cette table. Réagissez. C'est pour ça que nous sommes sur cette table. C'est-à-dire, l'agent d'affaires dont je suis. Vous allez arrêter l'État. Permettez que j'explique, parce que vous avez bien développé cette pensée. Voilà. Nous faisons dans le recouvrement des créances. Peut-être c'est très simple. Et ma pauvre l'hypothèse fait quoi? Permettez, nous faisons dans le recouvrement des créances. C'est une loi. C'est un texte de loi qui dit que l'agent d'affaires doit faire le recouvrement de créances. Oui. Je ne veux pas attendre. On ne remplace pas la société camerounaise de recouvrement de créances. Non. Ça, c'est autre chose. Et si vous voulez qu'on en parle, il y a beaucoup des Camerounais qui se livrent, disent je recouvre les créances, je recouvre les créances. Et lorsqu'on va saisir. C'est ce qu'on appelle les apacheurs au ministère. Non, permettez, si par exemple on saisit un tribunal, par exemple une cour d'appel, que M. X est en train de faire le recouvrement des créances en lieu place de l'agent d'affaires, on va sortir les textes et on va le prendre. C'est clair. Parce qu'avant de poser un acte, il faut bien savoir qu'est-ce que la loi a prévu. Qui doit faire ça? Dans ce cas, l'État est donc... Je vais répondre à ça pour dire que, M. Jean-José, non. Nous faisons dans le recouvrement des créances. Si un Camerounais est victime de ce genre de choses et qu'il a livré le marché en bois et du fond et qui a été réceptionné par le ministère en question et que l'État n'a pas payé, c'est-à-dire le ministère en question, cette institution, si ce Camerounais nous saisit, il y a les moyens de droit pour saisir l'État à ce qui revient dans son droit. Il va revenir dans son droit. C'est pas quelque chose... Ça veut dire que la dette intérieure ne va pas exister. Moi, je dis que l'État paye toujours ses dettes. C'est vrai que l'État finit par payer. C'est ça. Mais vous êtes pressé par la tontine. Vous êtes pressé par la banque pour le titre foncier confisqué. Je précise une chose. Ne cherchons pas à gagner les marchés sans toujours avoir de l'argent. Non, monsieur, c'est la banque qui donne de l'argent. Écoutez, ne raisonnez pas comme ça. On va vous arrêter parce que vous devez nous dire où provient vos ressources. Écoutez. Vous pouvez aller en aventure. J'apprécie beaucoup l'attitude du président de la RDPC. Vous pouvez venir en aventure pour des marchés aussi importants. La moindre des choses, c'est que lorsque vous avez un marché, il y a une possibilité. De demander une avance de démarrage qui est généralement quantifiée à 30%. Vous avez la possibilité de demander cette avance de démarrage avant même que vous démarrez votre chantier. Si vous ne connaissez pas,
Ce n'est pas un accompagnateur qui va vous dire. Ça, on connaît. Qu'il faut être accompagné. Mariage de 30%. Oui. Vous commencez à exécuter le marché parce qu'il y a toujours des avances. Quand vous réalisez déjà à 30%, vous pouvez demander un paiement. Vous allez évoluer. Vous allez évoluer. Sauf que dans les 30%, vous allez faire de monsieur les agents des affaires, on aura encore besoin de vous. On aura encore besoin de vous. Sauf que dans le parce que vous allez faire l'installation du marché qui n'impute pas l'avancement des travaux où on doit venir faire les décomptes. Les questions sont nombreuses, on n'aura pas le temps. Là, on est appris par le temps. Merci beaucoup, c'est très intéressant en tout cas. Beaucoup de gens qui nous suivaient témoignent justement des renseignements qu'ils ont eu en très peu de temps. On va dire, monsieur le Président, de nous trouver encore un peu de temps un jour. S'ils sont de passage, vous êtes nombreux à Douala. Est-ce qu'il y en a? Moi, je suis chez Yaoundé. D'accord, localement ici. Pourquoi on en parle encore de ce milieu des affaires? Bonjour, je suis M. Ngaleu, homme politique. Que fait l'État avec tous ces impôts quand nous vivons encore des problèmes primaires? Nous payons l'impôt à l'État du Cameroun et aux agents de l'État. Regardez comme ils s'enrichissent. Je vois trop. Alors, Info TV a des problèmes dans le bouquet canal, dans certains quartiers. Ça, il faut qu'on suive de presse d'affaires. On reçoit beaucoup de messages là-dessus. Je n'ai pas pu voir le grand soir. Dommage. Vous aurez pu vous connecter également sur la page Facebook d'Info TV pour suivre le programme. Tous ceux qui ont ces difficultés-là peuvent également nous passer des messages. La direction technique va essayer d'enquêter là-dessus en espérant que ce ne sont que des incidents. Parce qu'on se connaît bien au Cameroun, dans tous les cas. Merci d'être venu à ce programme. On se retrouve demain pour une autre édition de Le Grand Soir. Très bonne soirée à tous. Merci Jean-Jacques Zéné.